Salut Léa, Salut Marc. je suis ravi de t'accueillir. Tu t'appelles Léa Thomas Bion et tu fais un beau métier, je ne sais pas comment dire, une belle activité. Tu t'investis dans une belle science qui s'appelle la sémiologie. Léa, on va commencer par ça. La sémiologie, en deux mots, c'est quoi? La sémiologie, simplement, en fait, c'est la science des symboles et des signes, et surtout de comment ils produisent du sens. Léa, tu m'as dit qu'il y avait deux grosses idées reçues sur cette science des signes, deux écueils qu'il fallait éviter, lesquels? La première règle, simplement, c'est que tout symbole est ambivalent. Je prends souvent l'exemple du feu. Il est aussi destructeur que purificateur, par exemple. Donc, il peut avoir un côté positif et négatif. Et on va voir avec la licorne, d'ailleurs, qu'elle est très, très ambivalente. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, en fait, dans la sémiologie. On part du principe qu'il y a plusieurs systèmes de signes et plusieurs interprétations, et il n'y en a pas une qui est plus légitime qu'une autre parce qu'elle témoigne d'une civilisation. Tu n'aurais pas un exemple pour qu'on comprenne mieux cette histoire de... Il n'y a pas un sens qui doit prévaloir par rapport à un autre. Un exemple qui va nous faire comprendre ça. Par exemple, tu connais la théorie des signatures? Alors oui, mais tu vas bien sûr la réexpliquer. Oui, la théorie des signatures, c'est quand tu vas manger une noix parce que tu as mal à la tête, simplement parce que la noix ressemble au cerveau. Il y a une espèce de jeu de miroir et de ressemblance entre la plante et pourquoi tu la consommes. Voilà, la théorie des signatures, c'est quelque chose qui avait cours au Moyen-Âge, c'est-à-dire en gros, c'est soigner le mal par le mal. C'est reprendre du poil de la bête. Je sais pas si tu es au courant, mais cette expression vient du fait que quand on avait été mordu par une bête, eh ben, parmi les pharmacopées de l'époque, tu pouvais prendre du poil de la bête. Et donc, reprendre du poil de la bête, ça veut dire améliorer sa santé. Je vois que tu me regardes avec tes grands yeux bleus, mais c'est lié, je pense. Oui, ça doit être tout à fait ça. Où est-ce que je t'ai rencontré? C'est intéressant en préambule peut-être de raconter que je suis allé faire une conf à Montpellier fin 2024 et à la fin je dédicaçais mon livre Nomen et là tu es arrivé. Que s'est-il passé? J'étais là pendant toute la conférence, j'ai répondu à tes questions avec beaucoup de ferveur et je suis venue te voir parce que je travaille aussi beaucoup avec l'étymologie et la mythologie et tu en parlais pendant la conférence. Évidemment, j'ai acheté ton livre et tu me l'as dédicacé et on a parlé d'une potentielle série sur l'imaginaire. Oui, donc je t'ai rencontré à Montpellier où tu exerces et où tu conseilles des entreprises sur la sémiologie, c'est-à-dire en gros les sens, enfin le sens qu'il y a derrière les signes, les symboles, c'est ça la sémiologie. On rappelle au passage qu'un des grands maîtres en la matière s'appelait tout simplement Umberto Eco, c'est un auteur qu'on adore tous les deux. Et d'ailleurs la dédicace que je t'ai faite, je m'en souviens, c'était quelque chose comme à la ch'tit, fillette d'Umberto Eco, puisque c'était le métier d'Umberto Eco, la sémiologie, c'est-à-dire cette étude des symboles, cette étude des signes. Toi qui as toujours le nez dans les bouquins, Léa, tu me disais que l'Homo sapiens aurait pu s'appeler Homo narrans. Est-ce que ça a un lien avec la sémiologie? Ouais, parce qu'en fait, l'homme, il adore raconter des histoires et ça depuis très très longtemps. D'ailleurs, notre environnement, il en est pétri si on est assez attentif pour les décrypter et les regarder. Et donc, c'est un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Loïc Lequelec qui partageait cette anecdote et qui disait qu'on pouvait très bien appeler Homo sapiens Homo narrans. Narrans, enfin juste expliciter, qui est la même racine que narratif, narrer, raconter. Oui, celui qui raconte des histoires Voilà. finalement, un peu au coin du feu, comme on a l'habitude de l'imaginer pour ces époques un peu reculées. Et Roland Barthes en parle. Donc il nous dit « Le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux et dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. Il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit. Le récit est là, comme la vie. » Le décor est planté. Grand merci pour ça. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On a décidé de faire en effet une série sur la licorne qui est un animal imaginaire très symbolique. On va voir qu'il y a de forts liens avec la pop culture, mais aussi avec des espèces qui existent vraiment. On va ménager aucun suspense. En fait, tu vas nous raconter que au Moyen-Âge, on a longtemps cru à l'existence des licornes et puis dans les derniers siècles, on s'est rendu compte que ces cornes qui existaient vraiment provenaient des narvals. Donc on racontera beaucoup de choses sur le narval, puis on verra que en fait tous ces imaginaires s'intersectent dans différents continents, dans différentes époques, et donc on va parler de ça avec toi. Léa, pour commencer, on va tout de suite dire la symbolique de base qui est rattachée à la licorne, et on va bien sûr démontrer ça, détailler ça au fil des épisodes, mais la symbolique de base de la licorne, c'est quoi? Mais toi, tu dirais quoi en fait? Toi, quand tu penses à une licorne, qu'est-ce que tu vois et quels sont les mots qui te viennent?
Ouais, et ben écoute, moi quand je pense à licorne ou quand j'en vois une, c'est souvent un cheval blanc, donc j'imagine très pur, très libre, pas tout à fait mortel, une espèce de créature immortelle, donc ouais, voilà ce que j'y mets, quelque chose de beau, pur, voilà, c'est éternel, c'est mythique, en gros j'y mets ça. Bah, ce que tu décris, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous, effectivement, dans les films par exemple. Mais la licorne, elle n'a pas toujours ressemblé à ça. Au contraire, ça a été une créature assez terrifiante. Finalement, sa corne, c'était pas pour faire joli, sa corne, c'était souvent pour transpercer, éventrer d'autres animaux. Donc en fait, son histoire, elle est pas toute douce. Mais on le verra dans l'histoire du christianisme notamment, il y a eu un renversement d'iconographie, c'est-à-dire de représentation. Et là, elle va devenir toute blanche, exactement comme tu me l'as décrit, parce qu'elle sera surtout associée à la Vierge. D'accord. En deux mots, la symbolique de la licorne, il y a aussi, me semble-t-il, un symbole phallique, juste pour le dire brièvement, on va bien sûr détailler tout ça. Alors, un symbole phallique, oui, aussi d'élévation, parce qu'en fait, sa corne, quelque part, elle va vers le ciel. On va voir que les licornes sont très liées aux femmes et aux jeunes filles. On va détailler ces récits avec toi, mais là on en est vraiment aux symboles généraux, hein, vraiment. Il y a donc une notion de plaisir et d'aspiration aussi à l'ascèse, c'est-à-dire à la solitude très spirituelle. Je pense aux saintes, je pense aux vierges. En général, la licorne n'est jamais bien loin de tout ça. Ceci étant dit, là on a juste posé quelques bases qu'on va bien sûr détailler au fil des épisodes avec toi. Léa, quand commence l'histoire de la licorne dans tous ces récits de l'humanité? Ça commence quand? Dans la vallée de l'Indus, à peu près au 3e millénaire avant notre ère. Là-bas, c'est les plus anciennes représentations qu'on a d'un animal à cornes. Et ça apparaît sur des sceaux gravés qui étaient utilisés pour le commerce notamment. Alors là, c'est pas vraiment encore une licorne, mais plutôt un animal qui possède une seule corne sur le chanfrein, tu sais, cette partie qu'il y a... Le front. Le front, voilà. Et on pourrait dire que, en tout cas dans notre imaginaire, que ça nous rappellerait à peu près quelque chose entre le buffle et l'antilope. Ouais, donc pas tout à fait cheval au départ. Donc pas tout à fait cheval. Peut-être que tu pourrais nous dire un mot de l'Antiquité. Là, je vois que sur le document qui nous sert à conduire cette émission, tu parles du monocéros. En gros, la licorne, est-ce qu'elle est là dans l'Antiquité gréco-romaine? C'est une question qui est difficile à élucider puisque monocéros, qui est le terme évidemment qui est employé dans l'Antiquité, finalement il désigne plusieurs animaux. Globalement, c'est toujours un animal rapide, impossible à capturer, ça on le verra dans les récits qui sont relatifs à la licorne, et doté d'une corne. Ça, c'est tout ce qu'on a de sûr, mais ça va mélanger des animaux, et c'est une créature qui va être reprise, et en fait, texte après texte, manuscrit après manuscrit, finalement, il va y avoir une confusion, en fait, autour de la licorne. Donc, dans l'Antiquité, c'est pas très clair, en tout cas, on est loin de la licorne qu'on connaît. Pour être tout à fait précis, Léa, dans notre document, là, je vois que tu m'as noté qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, malgré tout, il y a une trace de ce que tu as appelé le monocéros, hein, c'était son nom, chez un certain Ctésias de Cnide, le gars qui a le nom le plus difficile à prononcer de l'Antiquité, qui était un médecin grec qui officiait en Perse. Eh bien, il décrit une créature à une seule corne, qu'il a appelé logiquement le monocéros, une seule corne. Je précise au passage que c'est le nom de genre du narval, et on verra l'importance du narval dans la légende de la licorne plus tard. Léa, qui dit monocéros, dit rhinocéros. Et donc, qu'en disait Pline l'Ancien, le plus grand naturaliste de l'Antiquité, hein, c'était au 1er siècle après Jésus-Christ, cette fois-ci. Est-ce qu'il en parlait, Pline, et comment? Effectivement, si je te dis une seule corne, toi tu vas directement penser au rhinocéros. Pline, lui, il avait bien fait la distinction entre un rhinocéros et une créature hybride qu'on savait pas vraiment ranger. Parce qu'en fait, il était connu des Romains, le rhinocéros. Il était utilisé dans les jeux du cirque, donc il l'avait déjà vu. Ouais. Je m'empresse de dire, je sais pas si t'as vu Gladiator 2, je sais que c'est ton film de chevet. Dans Gladiator 2, il y a une scène de combat avec un rhinocéros renforcé. Tu vois ce que je veux dire?
Bah oui, je m'en souviens et ça m'avait d'ailleurs étonné à l'époque. Je pensais pas qu'il y avait des rhinocéros dans l'Empire romain. Il y a un autre personnage célèbre du passé qui s'est intéressé à la licorne et qui a écrit dessus. C'est mon homonyme Marco Polo. Oui, c'est dans son ouvrage qui s'appelle Le Devisement du monde, qui est aussi d'ailleurs connu sous le nom de Livre des merveilles, rien que ça. C'est donc un livre écrit par Marco Polo qui décrit son voyage dans l'empire sino-mongol. 13e siècle. Hein. Et c'est un ouvrage qui a été vraiment marquant puisque ça a permis à la géographie de faire un énorme pas puisqu'on a connu d'un coup plein de territoires qui n'avaient jamais été décrits. Marco Polo, c'est vraiment un personnage dans l'histoire qui m'a beaucoup marqué. Déjà, il a le même prénom que moi. Moi, j'adore qu'on m'appelle Marco. Et Marco Polo, il avait une habitude extraordinaire que j'ai essayé de reproduire moi-même dans mes voyages, humblement. C'est que Marco Polo faisait toujours l'effort d'apprendre 5 mots dans toutes les langues des pays qu'il traversait. Évidemment, bonjour. Sambano, Sambano. Évidemment, au revoir. Birthday. Évidemment, merci. Je m'appelle Marco Nanani. Meninir, Alex. Je m'appelle Alex. Et où est? Alors même si tu sais pas trop quoi répondre, il faut répondre quelque chose, tu comprends que dalle. Tu vas dire oui, ça paraît au pif peut-être, mais oui. Team, ça veut dire team, ça veut dire oui. Ou si tu le sens pas bien, tu dis non, non. Tu dis Ougui. Ougui, c'est non. Et aussi, vu que t'es souvent d'accord avec eux, parce que vu qu'ils sont quand même assez massifs, t'as envie d'être d'accord avec les Mongols quand même, donc tu vas dire za. Za, c'est ok, c'est dire ok, d'accord, ok, za. Et c'est rigolo. Et moi, effectivement, dans toutes les langues des pays que j'ai traversés, c'est vraiment, à chaque fois, j'ai une petite pensée pour Marco Polo. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je me souviens surtout de mes cours d'histoire où il était très important. Et toute cette partie sur les explorateurs, les grands explorateurs, je l'ai beaucoup étudié, surtout quand je vivais au Canada. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc Marco Polo, il écrit dans Le Devisement du monde, « Les habitants de Sumatra ont éléphants et unicornes aussi, qui ne sont pas plus grandes qu'un éléphant. Elles ont le poil comme celui du buffle, les pieds comme ceux des éléphants, et une corne au milieu du front, blanche et très grosse. Elles ne font aucun mal avec leurs cornes, mais avec leur langue, car elles ont la langue chargée de grandes et longues épines. Elles ont une tête semblable à celle du sanglier, et la porte toujours inclinée vers la terre. Elle demeure habituellement près des lacs et des marais. C'est une bête très laide à voir, et elle ne se prend pas au sein d'une pucelle comme nous le disons, bien au contraire. » Alors, ça te fait penser à quoi ? Mais oui, c'est évidemment, je reconnais dans la description le rhinocéros, et en plus on sent soit qu'il l'a pas vu, soit qu'il a rien pigé, parce que oui, les rhinos n'ont pas de langue épineuse. Et il paraît, il y a certains scientifiques qui disent qu'en fait, il se réfère au rhinocéros de Java, qui est visiblement une espèce plus petite que le rhinocéros classique. Dans le monde, il y a 5 espèces de rhinocéros, 2 africains et 3 asiatiques. Le plus gros de tous, des 5, c'est le rhinocéros blanc, qui peut peser jusqu'à plus de 3 tonnes et demie. Voilà. Le plus petit, c'est le rhinocéros de Sumatra. Et la grande différence entre ces 5-là, peut-être que tu t'en doutes, c'est que les 2 espèces africaines ont 2 cornes sur le nez et les 3 espèces asiatiques n'ont qu'une seule petite corne sur le nez. Donc tu vois, c'est étonnant ce qu'il dit Marco Polo, parce qu'il dit qu'il a une immense corne, mais en fait c'est étonnant parce qu'il y a même beaucoup de rhinos asiatiques qui n'ont quasiment pas de corne visible. Tu vois, c'est une espèce de pauvre petite monticule sur leur nez, mais sans plus. Mais d'ailleurs, en tout cas, c'est pas très beau finalement. Enfin, c'est loin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'une licorne, c'est plutôt élégant. Là, il nous fait une description qui est... Il le dit même lui-même, c'est pas très beau à voir, quoi. Mais je trouve ça étonnant ce que tu dis de la part d'une sémiologue, parce que d'une part, tu avais dit qu'il n'y a pas une version qui est meilleure qu'une autre, et surtout, on voit bien qu'il se réfère pas du tout à la licorne. Enfin, tu vois, déjà, il l'appelle l'unicorne. C'est pour ça que c'est vraiment la genèse, si j'ose dire, de la licorne. Elle est un peu nébuleuse, quoi. Il y a vraiment une espèce de doute qui plane sur mais quelle est cette créature ? Et c'est vraiment au Moyen-Âge que quelque chose va se dessiner. D'ailleurs, on appellera ça unicornis à partir de ce moment-là. Donc, il y a aussi un changement sémantique de lexique. Et là, la licorne, elle va devenir un symbole de pureté et de noblesse. Et là, c'est ce que tu vas voir à 2 pas de chez toi, au musée de Cluny. Tu vas voir un cheval blanc. Et c'est à partir du Moyen-Âge que ça va changer, avec sa corne en spirale. Cette transformation, elle s'explique par bien des choses, mais surtout par la symbolique chrétienne qui va associer, on va le voir tous les deux après, la licorne à la Vierge.
Ouais, c'est fou d'ailleurs parce que je regardais l'étymologie, mais licorne vient clairement d'unicorne. On se demande comment ce uni est devenu li, mais ça vient bien de là, hein. Et en grec, on l'a déjà dit, c'était plutôt monocéros. Léa, une question simple, on vient de le voir. Pour la plupart de celles et ceux qui nous écoutent, on se rend bien compte que dès qu'on dit licorne, c'est un cheval blanc avec une corne spiralée au milieu du front, aujourd'hui. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, tu nous l'as déjà dit. Donc je te repose la question finalement, quelles ont été les autres représentations de la licorne? Quelles étaient les différentes options à travers les âges? Alors, la corne, par exemple, de la licorne, elle n'a pas toujours été ni torsadée ni blanche. Elle avait une base blanche, oui, mais elle avait par exemple une pointe rouge vif et une partie médiane au milieu noire. Ça, c'est une description qui a été reprise notamment par Aristote. Il faut savoir aussi que par exemple Pline et certains auteurs antiques, Pline on en a parlé. 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà. Un des premiers grands naturalistes. Hein. Exactement. Il l'a, lui, vraiment défini comme une créature hybride. Et ça, c'est caractéristique des animaux fantastiques, parfois selon certaines représentations. Dans les bestiaires médiévaux, donc on va avoir cette représentation d'une créature qui ressemblerait plutôt à un onagre. Tu vois ce que c'est ? Oui, en gros, c'est un âne sauvage. Voilà. Et un détail qui peut être surprenant, on nous précise la couleur des yeux de la licorne. Elle aurait les yeux bleus foncés. Léa, pendant la période antique, cet être, l'unicorne, était perçu comme extrêmement dangereux, meurtrier. Tu peux nous détailler ? Bien sûr, la licorne, elle était terrible. Elle était loin de la douceur qu'on lui attribue aujourd'hui. En fait, sa corne, mais elle lui servait à éventrer les autres animaux. Par exemple, elle détestait, va savoir pourquoi, les éléphants, et elle éventrait absolument tous les éléphants. Elle était capable, évidemment, de faire la même chose avec des chevaux. Et alors, un trait caractéristique de la licorne, qui n'est pas souvent évoqué, elle était incapturable. Elle galopait vraiment très très vite, et elle était décrite comme une créature très très puissante et féroce, qu'on a comparé aussi parfois aux sirènes, avec cet aspect féroce. Au Moyen-Âge, justement, ça va s'adoucir. Elle restera capable de tuer un éléphant, mais elle se laissera approcher, et là, je prends un peu d'avance sur la suite, uniquement par une âme pure, c'est-à-dire une âme qui n'a péché ni en action, ni en pensée. Je me permets de compléter ce que tu as dit, parce que tu as mentionné vite fait les sirènes. On en a parlé dans Petit Poisson deviendra podcast. En fait, les sirènes n'ont pas toujours été ces très belles femmes, moitié poisson. Pendant l'Antiquité, elles étaient aussi des créatures extrêmement dangereuses et maléfiques. Et les sirènes de l'époque d'Ulysse étaient, on s'en souvient, tu sais que Ulysse s'est fait ligoter à son propre bateau pour résister à leur chant, parce qu'elles étaient extrêmement maléfiques. C'est drôle, il y a eu un glissement, un petit peu comme la licorne, c'est drôle ce parallélisme d'ailleurs, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Eh bien, au Moyen-Âge, la licorne est devenue quelque chose de plutôt recherché, d'admirable, de joli, de beau, alors qu'en fait c'était des monstres pendant l'Antiquité. Elle était vraiment terrible pendant l'Antiquité. Voltaire, je crois, en a parlé, je t'ai mis une citation un peu plus loin dans le document, mais il ne l'aimait pas en fait. C'était un animal fier, orgueilleux presque, et le fait qu'elle soit indomptable, en plus ça favorisait le fait que, tu sais, tout ce qui est interdit, on a envie d'y aller. Donc il y avait une grande chasse à la licorne qui était pratiquée au Moyen-Âge, selon les textes évidemment, parce qu'elle était indomptable, donc on voulait se mesurer à elle. Tu parles du Moyen-Âge, est-ce que tu as des exemples précis? Parce que là, tu dis elle est ci, elle est ça, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui est raconté à cette époque? Oui, dans un des bestiaires médiévaux les plus connus, qui est celui de Guillaume Leclerc de Normandie, il nous décrit la licorne. C'est une bête qui est très téméraire, agressive et hardie. Elle peut même s'attaquer à l'éléphant et l'ongle de son sabot est si dur et si tranchant qu'elle peut absolument tout percer avec. L'éléphant n'a aucun moyen de se défendre si elle l'attaque, car elle le frappe sous le ventre si fort, de son sabot si tranchant, qu'elle l'éventre. La licorne ne craint donc aucun chasseur. Et ceux qui veulent tenter de la prendre vont d'abord l'épier dans la forêt ou dans la montagne. Une fois cette chose faite, ils vont chercher une jeune fille vierge, puis la font s'asseoir au gîte de la bête. Lorsque la licorne arrive et qu'elle se couche sur les genoux de la fille, alors les chasseurs s'élancent, la capturent et la présentent au roi. Ah ouais, c'est drôle, c'est vraiment l'histoire typique, quoi. En gros, une créature très cruelle, et pour la capturer, en gros, il faut une jeune fille pour l'attirer, et voilà, évidemment, on l'offre au roi après. Ouais, elle craint tout le monde. C'est une créature qu'on imagine très très solitaire, donc elle ne veut rien avoir à faire avec les hommes, en tout cas avec les hommes impurs, parce qu'elle se laisse approcher par une vierge, donc quelqu'un qui n'a jamais péché.
Que se passe-t-il dans tous ces récits si on rencontre une licorne? Est-ce que ça, c'est raconté? Alors oui, c'est raconté, puis c'est même montré dans une iconographie médiévale. On chasse la licorne. Il y a un grand motif qu'on appelle la chasse à la licorne. Comme je te l'ai dit, grâce à des jeunes vierges. Donc ça va être dépeint, parce que la licorne est sauvage. Mais c'est une coutume, du coup, cet attrait pour les vierges que les chasseurs n'ignorent pas. Donc comme ils sont sans scrupules, ils essayent d'aller attirer à eux des vierges, de leur demander de faire l'appât. Et si elles ne sont pas vierges, par contre, la licorne, elle va le voir et elle va les tuer, les transpercer. Parce que comme je t'ai dit, elle aime pas les humains impurs. D'ailleurs, si les chasseurs n'ont pas de vierges, ils développent alors une autre méthode. Ils vont se placer devant un arbre, ils vont attendre et attirer la licorne pour qu'elle les charge, et au dernier moment, ils s'enlèvent du tronc, et la licorne s'empale sur l'arbre, et là, elle est coincée, donc ils peuvent la capturer. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont morts de cette façon. Ok Léa, puisqu'on parle de Moyen-Âge, de récits, il y a quand même une œuvre d'art dont tout le monde a entendu parler, qu'on a en France, qui s'appelle La Dame à la licorne. En fait, ce sont 6 tapisseries qui sont conservées à l'hôtel de Cluny à Paris, on peut aller les visiter, et qui sont pétries de symboles. Il y a plein d'animaux, il y a plein d'oiseaux, il y a beaucoup de sens là-dedans. En gros, comment tu résumerais cette œuvre d'art incroyable qui a été élaborée autour de 1500, si je dis pas de bêtises? Ouais, non, tu dis pas de bêtises, c'est en 1500, ça a sans doute été réalisé par un atelier dans les Flandres d'ailleurs, une région qui t'est chère, je crois. Bah oui, mes ancêtres. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce cycle de tapisserie. Pour ceux qui voient peut-être pas de quoi on parle, c'est une représentation d'une femme avec à ses côtés à la fois une licorne et un lion et plein d'animaux. Il y a des singes, des lièvres, il y a beaucoup de choses. Il y en a donc 5. Alors, l'interprétation canonique, celle qui est la plus retenue, c'est que ce serait une représentation des 5 sens. Et la 6e tapisserie, elle est complètement énigmatique, elle est intitulée « À mon seul désir ». Et donc là, en fait, si je devais te la résumer en un mot, je dirais ambivalent, à l'image de la licorne, puisque « À mon seul désir », pour une représentation d'une femme avec une licorne, il y a quand même une antithèse entre le désir et l'ascèse, parce que cette femme, elle semble chaste. Donc voilà, à une époque où en plus, tu sais, je sais pas si tu connais l'amour courtois. Non. Au Moyen-Âge, c'est vraiment un amour très codifié, très raconté. Tu sais, les sérénades, en fait, on exprimait l'amour à travers des poèmes et toute une série de codes. Et voilà, il y a ça, mais à la fois, on a quand même la notion de désir. Et donc, elle a une licorne d'un côté, un lion de l'autre. Alors, en termes symboliques, je pourrais te dire cette chose assez forte qui est que le lion va représenter vraiment une force brute, et ça, c'est pas nouveau, tu le sais. Et d'un autre côté, t'as la licorne qui représente plutôt quelque chose de chaste et de spirituel, puisque associé à cette dame. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sa corne, elle va vers le ciel, je te rappelle. Donc elle veut monter, et alors on pourrait avoir une interprétation plutôt presque divine. Et donc une élévation spirituelle. Mais je ne te cache pas qu'il y a aussi des lectures un peu plus obscures. Par exemple, une lecture qui serait très allégorique et qui serait aussi même alchimique. Mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler. Je retiens de ce que tu m'as dit que dans cette série de 6 tapisseries, qu'on voit d'ailleurs dans Harry Potter, je ne veux pas tout ramener à la pop culture à chaque fois, mais dans la maison Gryffindor, il y a des tapisseries qui rappellent cette dame à la licorne qui est donc ultra célèbre. C'est aussi un célèbre roman d'un de mes auteurs préférés qui est René Barjavel, qui parle de 5 sœurs, je crois. Enfin bref, pour dire qu'il y a eu de nombreuses reprises dans toute la culture, y compris la pop culture. Donc voilà, je retiens que on voit la représentation des 5 sens, et vu qu'il y a 6 tapisseries, il y a une histoire de 6e sens. Serait-ce là le fameux 6e sens féminin, chère Léa? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, moi non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de sens cachés. C'est un peu ce que tu disais dans cette tapisserie. Et moi, j'avais envie de finir sur ce symbole extrêmement connu, un lion et une licorne. C'est bien évidemment les armoiries du Royaume-Uni. Pourquoi un lion? Pourquoi une licorne? Il semblerait que le lion soit un des symboles de l'Angleterre. On pense à Richard Cœur de Lion, et là ça renvoie un peu à Robin des Bois. Et la licorne était plutôt le symbole de l'Écosse. Et ces deux nations étaient en bisbille, et donc le fait que ces deux
animaux si symboliques soient sur les armoiries du Royaume-Uni, eh bien symbolisent finalement la réconciliation, l'unification entre l'Angleterre et l'Écosse, tout simplement. Elle est très connue cette armoirie, puisque dessus il y a la célèbre phrase, tu sais, « Honi soit qui mal y pense », qui est la devise de l'ordre de la Jarretière, hein, truc de dingue. Et d'où ça vient ça? C'est que à un moment donné, dans une soirée royale, il y a, on imagine une reine qui perd sa jarretière, hein, qui a juste un truc un peu pratique, et devant les quolibets de tout le monde, le roi la ramasse et il a dit « Je vais en faire la décoration la plus prestigieuse du royaume », et c'est de là qu'est venue cette devise de l'Angleterre, « Honi soit qui mal y pense ». Et il y en a une deuxième, hein, sur les armoiries du Royaume-Uni, et tu sais ce que dit la deuxième? Dieu est mon droit. Tout simple. Et là, on voit le lien énorme avec la religion, hein, qui, j'imagine, n'est jamais très loin de toutes les interprétations que tu fais dans toutes ces histoires. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'avais envie de finir cet épisode sur cette mondialement célèbre œuvre d'art, la Dame à la licorne. Toi, tu voulais nous parler d'une autre utilisation plus récente de la licorne. Alors, en fait, pas complètement. Je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux armoiries de l'Angleterre. Est-ce que tu écoutes Queen, Marc? Ah oui, souvent, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as déjà jeté un œil au logo de Queen? Non. Mais en fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais Freddie Mercury, il a fait les beaux-arts. C'est vraiment un artiste aux multiples talents. Et pour le logo de Queen, il s'est fortement inspiré des armoiries de l'Angleterre, sauf qu'à la place, il a mis les signes astrologiques de chaque membre du groupe. À savoir 2 lions, un crabe pour le cancer et 2 vierges. Et au-dessus, je ne sais pas si tu t'en souviens, un énorme phénix. Ah oui, bah non. Non, merci pour ça. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. C'est vraiment un animal dans l'imaginaire de l'humanité qui a une place un peu à part, un peu comme les dragons. Il fait vraiment partie de ces animaux fabuleux les plus connus et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une série avec toi qui est donc sémiologue et que tu vis et tu travailles à Montpellier. Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tu as tout bon. Ok, on va enchaîner dans cet épisode sur les confusions possibles parce qu'il y a beaucoup d'animaux fabuleux, ultra célèbres dans l'histoire, dont certains ont réellement existé, qu'on pourrait confondre avec la licorne qui, on l'a vu dans le premier épisode, n'a pas toujours eu cette forme de cheval avec une corne sur le nez. Il y a par exemple un cheval de l'Antiquité, de la mythologie qui est très connu, qui est Pégase, qui pour le coup est un cheval ailé. Est-ce que Pégase avait une corne sur le nez? Et en gros, c'est quoi les liens qu'il y a entre les deux? Alors non, Pégase, il n'avait pas de cornes sur le nez, il avait plutôt des ailes que la licorne n'a pas. Et là où on les a souvent rapprochés, c'est la couleur. Et puis c'est surtout Columbia's Tristar. C'est-à-dire que l'espèce de jingle de Columbia Tristar, c'est un cheval ailé. Elle a pas de cornes, elle a juste des ailes. Mais si tu veux, Marc, je te fais quand même un petit récap parce qu'il y a des moments de la vie de Pégase qui vont déterminer sa symbolique. Je m'explique. Pégase, c'est donc un cheval, tu l'auras compris, avec des ailes. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est né du sang de Méduse dans la mythologie grecque, tu vois. Et d'un coup de sabot dans son histoire, il va faire jaillir une source à un moment donné. Et cette source, elle sera très prisée par les muses. Alors, ça symbolique un petit peu, elle va s'étoffer de l'inspiration. Puisque les muses, on les invoque quand on n'a pas d'inspiration. Et ça, c'est quelque chose que la licorne n'a pas du tout. La licorne, elle, de son côté, ça va plutôt être tout ce qui va être pureté, chasteté, presque magie. On a parlé d'alchimie avant dans un autre épisode. Spirituel aussi, parce que c'est très associé à la Vierge Marie. Et on verra tout de suite après son pouvoir énorme de guérison. Pégase, il n'a pas vraiment ça. Pégase, il peut voler par contre, et il est monté par des dieux, par des héros. On pense à Bellérophon. C'est un compagnon des héros, alors qu'au contraire, la licorne, elle n'aime pas du tout se faire monter. Ce que tu dis me trouble beaucoup parce que il y a évidemment toujours plusieurs versions dans la mythologie, mais moi j'avais retenu que dans le mythe d'Andromède qu'on détaille dans les épisodes de Tout un art, tu sais, où on raconte la baleine et la représentation de la baleine à travers les âges, il y a Persée qui arrive monté sur Pégase avec la tête de Méduse dans une main et qui vient délivrer la belle Andromède qui a été livrée au monstre Céto, dont le nom a donné les cétacés, etc. Je ne vais pas raconter cette histoire 1000 fois. Donc moi, c'est ça que j'avais en tête, que je vois dans les films, là, tu sais,
Le film Les Titans, là. Oui, mais du coup, tu comprends mieux avec ce nouvel épisode de sa vie pourquoi Pégase a potentiellement été choisi pour la Tristar. Non? Bah, quoi de mieux qu'un Pégase pour une société qui fait des films, l'inspiration? Tu ne pourrais pas te mettre sous de meilleurs auspices. Ce qui est drôle, c'est qu'on parlait dans l'épisode précédent du lion, de l'alliance du lion et de la licorne qui figure sur les armoiries du Royaume-Uni, rien que ça. Hein. Le lion symbolisant Richard Cœur de Lion, l'Angleterre, et la licorne symbolisant plutôt l'Écosse et leur réconciliation. Là, tu me parles de la TriStar Columbia, qui est une grande maison de production cinématographique états-unienne. Mais ce qui est fou, c'est que le lion, c'est la MGM. Tu sais, qui rugit, là. Donc Ouais. les deux, ils sont aussi dans les... Toujours en combat, mais c'est un peu le destin des animaux antithétiques, tu sais, ceux qui symbolisent un peu le contraire l'un de l'autre, quoi. Léa, de manière extrêmement claire, on va faire un petit comparatif entre les deux. Donc Pégase, licorne. Donc déjà, pour ce qui est de l'apparence. Alors Pégase, cheval avec des ailes, licorne, cheval avec une corne sur le front, Mais sans ailes. mais sans ailes. L'origine. Pégase, né du sang de Méduse dans la mythologie grecque, licorne, apparue dans les légendes médiévales, en tout cas comme on la connaît, blanche. Le symbole qu'il charrie les deux. Pégase. Pégase, puissance, poésie parce que inspiration, je rappelle, il a fait jaillir de son sabot une source qui est très prisée par les muses qu'on invoque quand on manque d'inspiration. Licorne, tout ce qui va être pureté, chasteté, guérison et spiritualité. Ok, le lien avec le divin, avec les dieux. Pégase, monté par des héros, associé à des dieux. Licorne, souvent associé à la Vierge Marie. Exact. Et ce qui est intéressant, ma chère Léa, c'est que ces deux animaux ont été unis dans un autre être composite qui s'appelle la licorne. Oui, alors ça, c'est une découverte singulière. En fait, alicorne, L', plus loin, alicorne en un seul mot. C'est vraiment une fusion, ce qu'on appelle un syncrétisme, une hybridation entre Pégase et la licorne, c'est-à-dire vous avez les ailes et la corne unique. Alors ça, c'est parfois représenté dans l'art et dans l'héraldique, et on a notamment un poète irlandais qui s'appelle William Butler Yeats, qui a imaginé précisément une alicorne dans une pièce de 1907 qui s'appelle The Unicorn from the Stars. On peut dire que ça a bien traversé les époques, puisque je ne sais pas si tu connais My Little Pony. Non, mais je crains le pire. Enfin, si, c'est les espèces de jouets avec des arcs-en-ciel et des trucs qu'on peigne. Ouais, tout à fait, c'est les jouets pour les enfants. Et en fait, dans autant les livres que les jeux, que les adaptations vidéo, il y a plusieurs espèces, plusieurs bandes, tu vois, d'équidés qui ressembleraient à des licornes, dont une bande qui s'appelle les alicornes et qui sont effectivement une hybridation entre une licorne et Pégase. Effectivement, qui ont abouti à cette invention majeure de l'humanité. Exactement. Alors, tu en as chez toi? Ah non, j'en ai plus, Ah, mais tu en as eu. mais j'en ai eu. Ok. Léa, si on reste dans l'Antiquité, il y a plein de chevaux célèbres. On va faire un peu les petites différences avec les autres. Il y en a un autre qui est célèbre, et pour le coup, il a existé. C'est Bucéphale, le cheval chéri d'Alexandre le Grand. Et j'en ai parlé dans certains articles, dans mon bouquin sur les origines des espèces. Bucéphale, l'étymologie de son nom, ça veut dire la tête de bœuf. Et on ne sait pas trop pourquoi. Bucéphale, il aurait pu avoir un chanfrein très courbé. Effectivement, il aurait pu avoir une tête qui ressemblait à celle d'un bœuf. Certains auteurs expliquent qu'il a des cornes, une espèce de malformation comme un bœuf. On ne sait pas trop. Toujours est-il que le cheval d'Alexandre le Grand s'appelait Bucéphale. Et oui, et c'est pas la seule chose qu'on sait à son sujet. En fait, il est presque même un peu plus fantastique que ce que tu viens de décrire. Il y a certains textes qui le représentent, tu t'en doutes, avec une corne de licorne et aussi une queue de paon. Alors, va savoir pourquoi. Selon les versions, c'est même une créature vraiment complètement hybride. Alors, du coup, la tête de bœuf s'expliquerait. Je te lis une toute petite phrase qui a servi à le décrire. Les flancs tachetés, la croupe fauve, la queue violette comme celle d'un paon, la tête d'un bœuf, les yeux d'un lion et le corps d'un cheval. Une créature comme ça, je peux te dire qu'effectivement, elle est capable d'affronter les pires lions, et Alexandre le Grand, il l'avait bien compris. Mais au moins, il peut le monter, alors qu'il n'aurait jamais pu monter une licorne. Et surtout, moi, je voudrais te dire quelque chose. On a déjà parlé de Marco Polo, mais là, il a affirmé quelque chose. Il a dit qu'en Asie centrale, on pouvait trouver des chevaux qui descendent de la semence de Bucéphale. Et ces chevaux-là, eh bien, je te le donne en mille,
il naîtrait avec une corne et une étoile sur le front. Sacré Marco Polo. J'en vois beaucoup dans ces textes qui, comme moi, semblent avoir abusé du sirop vignola, de l'hydromel, de la cervoise et de toutes ces boissons fermentées alcoolisées. Ok. Alors, j'ai envie d'ajouter que Bucéphale, le célèbre cheval d'Alexandre le Grand, tout ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'était vraiment son cheval chéri. Alexandre lui a même dédié une ville, Bucéphalie, qui est située aujourd'hui dans le Pendjab pakistanais, pour info. Selon certaines légendes, Bucéphale descendait des juments de Diomède, qui les nourrissaient de la chair de ses hôtes. Ça a été un cheval qui a été très difficile à dresser selon la légende Bucéphale. C'est drôle d'ailleurs. Philippe, c'est le nom du père d'Alexandre. Et je sais pas si tu le sais, mais l'étymologie de Philippe signifie celui qui aime les chevaux. Donc le père d'Alexandre était quelqu'un qui adorait les chevaux. Et il n'arrivait pas à dresser ce cheval qui avait peur de son ombre. Je crois d'ailleurs que quand il a vu Alexandre arriver à le monter, il a un peu prophétisé qu'il aurait une énorme carrière. Alexandre remarque que ce cheval, effectivement, a peur de son ombre, qu'il est ombrageux. Là encore, tu vois, un rapport entre un mot et son sens profond. Et en fait, il a réussi à le dompter en le plaçant face au soleil, le temps de le calmer et de l'apprivoiser. Mais ça me fait penser à une autre histoire, ça, Marc. Ça me fait penser à Pégase et Bellérophon. Parce que Bellérophon, il avait vraiment très très envie de dompter Pégase, mais il n'y arrivait pas. Il a fallu qu'il attende que Athéna lui apporte un frein en or pour qu'il puisse lui mettre et le monter. Devant ce prodige, son papa, Philippe, aurait déclaré à Alexandre « Mon enfant, cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine n'est pas assez grande pour toi, car c'est toi le nouveau roi. » On ne naît pas roi. On le devient. Que ferais-tu si tu parvenais au bout du monde ? Jamais. On ne reverra un Alexandre tel que toi, Alexandre le Grand. Ton nom vivra à jamais dans l'histoire. Léa, il y a d'autres chevaux célèbres de la mythologie grecque ? Ouais, bien sûr, il y a Xanthe et Balios, est-ce que tu les connais ? Xanthe et Balios. Ouais, c'est Non. 2 chevaux. C'est les chevaux qui ont été offerts à Achille par Poséidon. Et alors, moi, ça me fait penser à ce qu'on a dit sur le dragon, sur notre série sur le dragon, puisqu'il y a un des 2 chevaux qui est doué de parole et qui annonce la mort imminente du héros de la même façon qu'une fois que Siegfried a bu le sang du dragon Fafnir, eh bien, il pouvait être averti par les oiseaux de ce qu'il attendait. Il y a une série de nomènes qui racontent tous ces chevaux célèbres. Là, on dévie un peu de la licorne, mais on va juste encore en citer quelques-uns que tu nous as recherchés. Alors, je vais commencer par le Moyen-Âge et je te propose de partir dans la geste de Renaud de Montauban. Alors, la geste, c'est un mot pour dire finalement l'histoire. Les chansons de geste au Moyen-Âge, c'était des grands textes qui racontaient la vie de personnages. Dans cette geste de Renaud de Montauban, il est question d'un cheval, le cheval Bayard, qui est d'ailleurs encore assez représenté dans certaines régions de France. C'était un cheval qui avait la particularité de pouvoir accueillir sans fléchir les 4 fils aimants, donc 4 personnages, comme si quelque part sa croupe s'allongeait pour les accueillir. Et alors, selon une version, il était dit qu'il avait été enfanté par un dragon et une serpente, donc alors on est quand même dans le fantastique, et qu'un enchanteur était allé le chercher sur une île volcanique où il était gardé par un diable. C'est sans aucun doute le plus célèbre des chevaux du Moyen-Âge. Ouais, il y a un autre cheval légendaire qui touche au mythe de la licorne, qui est le cheval Gauvin. Alors il touche pas vraiment au mythe de la licorne, mais il est légendaire, tout à fait. C'est un cheval qui va avoir cette possibilité, tu sais, de t'emmener quasiment dans un lac. Tu sais, c'est ces chevaux psychopompes. Qui t'emmènent, qui te guident dans un autre monde. Donc là, effectivement, on a encore cette notion de fantastique liée à un cheval. On se balade un peu dans le monde entier. Là, il y a un cheval célèbre dans la mythologie nordique, scandinave, qui s'appelle Sleipnir. C'est un cheval qui est très, 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 très rapide. Et bah oui, il a 8 jambes. C'est pas comme dans Avatar où la plupart des créatures sont hexapodes, c'est-à-dire qu'elles ont 6 pattes, comme les insectes sur Terre. Là, Sleipnir, il en a 8. Il y en a 8, il est invincible. Et alors, il transporte le plus grand des dieux scandinaves, le grand Odin, lors de ses voyages. Et notamment, encore une fois, on y revient vers le royaume des morts, donc vers un autre monde, lui aussi, donc psychopompe. Oui, le royaume des morts qui s'appelait Hel, H-E-L, dans les légendes scandinaves, qui n'était pas exactement au même endroit que Asgard. La résidence des dieux, Odin et tous ses copains, ils vivaient à Asgard. Je sais pas si t'es au courant, mais Sleipnir, il a probablement inspiré Tolkien pour le cheval Gris-Poil, en anglais Shadowfax.
Tu sais qu'il y a la monture de Gandalf dans un des opus de la série du Seigneur des Anneaux. Je crois aussi qu'il y a une race de chevaux qui est réservée à une certaine partie de la population dans le Seigneur des Anneaux, non? Oui, c'est possible, c'est possible. Et Sleipnir, c'est un joli nom, hein. Il a été donné à pas mal de navires, et il y a même un navigateur du web qui s'appelle comme ça. On n'a rien dit sur son étymologie, mais Sleipnir, ça veut dire le planeur, le glissant. En gros, c'est un cheval qui surfe. Tu as dit que Odin, il était allé jusqu'aux enfers, le royaume de Hel, mais il a aussi travaillé à un pont symbolisé par un arc-en-ciel qui s'appelle le Bifrost, grâce à ce cheval. T'as vu Avengers? Oui. Il y est dedans le Bifrost, tu t'en Ben souviens pas? voilà, tu vois, toi qui vas jamais au cinéma, Non, parce mais que j'y allais avant. avant t'allais au cinéma. Tiens, rappelle pourquoi tu te méfies du cinéma par rapport à d'autres médias. Disons que je préfère au cinéma les contes, par exemple, où c'est ton imagination qui te permet de peupler ton monde intérieur quelque part. Quelqu'un va te donner une version d'une histoire et toi, tu vas te l'approprier. Et je trouve que à une ère où on nous donne du tout prêt, tout digéré tout le temps, eh ben, aller vers le conte, c'est plus personnel et un peu plus intime quand même. Léa, tu m'avais promis d'autres chevaux légendaires. On a peu parlé de l'Asie. Oui, je vais t'offrir Raksh, qui est la monture de Rostam. Rostam, c'est un guerrier gigantesque de la Perse antique. Et du coup, Raksh, c'est son fidèle destrier, un peu comme Bucéphale et Alexandre. Et alors, Raksh, il est décrit comme évidemment gigantesque et extrêmement fort. Et surtout, sa robe, elle était rouge et blanche, un peu mouchetée de blanc, tu vois. Et c'était un cheval qui était capable de terrasser des lions. Notamment, il y a un épisode dans les aventures de ces deux comparses. Rostam était endormi et Raksh est allé tuer un lion qui rôdait à côté de son maître. On a évoqué pas mal de chevaux célèbres. Il se trouve que j'en avais fait une liste pour un article du site de Baleine sous Gravillon et une liste aussi qu'on a détaillée dans Nomen, le podcast. Donc, on a parlé de Pégase, on a parlé de Bucéphale, mais on n'a pas parlé des 4 chevaux de l'Apocalypse, parce que qui dit 4 cavaliers de l'Apocalypse dit 4 chevaux. Ça paraît évident, qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, au chapitre 6 de l'Apocalypse selon saint Jean, et leur chevauchée inaugure la fin du monde. Les cavaliers symbolisent la conquête avec le cheval blanc, la guerre c'est le cheval rouge, la famine c'est le cheval noir, et tu vois c'est fou, on retrouve cette, comment t'avais dit? Cette triade chromatique La originale. triade chromatique, ces célèbres couleurs, le blanc, le noir, le rouge, et ben on la retrouve ici. Et là la mort, elle est sur un cheval tout pâle. On a évidemment le cheval de Troie, qui précipite le dénouement de la guerre de Troie après 10 ans de combat. Tu connais l'histoire, hein. Ulysse et ses copains se cachent dans une statue en bois qu'ils ont volontairement abandonnée et que les Troyens, ces idiots, ont récupéré et ont ramené dans la ville. Toi qui es légère fan de cinéma, je sais pas si tu te souviens que les 4 chevaux de Ben-Hur, tu sais, arrête ton char, Ben-Hur, Charlton Heston, et ben dans ce film-là, ces 4 chevaux s'appellent Aldébaran, Altaïr, Rigal et Sirius, Ah, mais c'est que des étoiles. qui sont aussi 4 noms d'étoiles. Merci, film de 1959, dirigé par William Wyler pour les fans de cinéma. Souviens-toi. Premier à finir. Dernier à mourir. Un cheval qui a vraiment existé comme Bucéphale, c'est le cheval favori de Caligula, qui s'appelait Incitatus. L'empereur lui fit construire, tu sais, ils étaient fous certains empereurs romains, il lui a fait construire une écurie en marbre avec une mangeoire en ivoire, son collier était incrusté de pierres précieuses, etc., etc. Et ce cheval, Incitatus, est le seul cheval de l'histoire de l'humanité qui a été nommé consul par l'empereur Caligula. Bah, finalement, pas si loin de Bucéphale, qui a une ville à son effigie. Chère Léa, sais-tu qui était Balamère? Non. Tu pourrais connaître Balamère, qui était la monture d'Attila, le roi des Huns. Là où ce cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Est-ce que, en revanche, tu as entendu parler de Rocinante? Alors ça me dit quelque chose, oui. Alors, Rocinante, c'est la moins reluisante de toutes les montures de la liste que je suis en train de faire. C'est tout simplement la célèbre monture de Cervantes. En termes techniques, c'est une carne, c'est un vieux cheval, c'est un cheval tout pourri. Mais tu sais, ça me fait penser à un mot qu'on utilisait dans l'ancien français, roncin, qui était un terme utilisé pour désigner un cheval de somme, tu vois, un cheval qu'on utilisait pas pour faire des grandes distances, mais un effort très long, très endurant. Il y a une autre belle histoire. Est-ce que tu as entendu parler de la jument Babieca? Non. C'est une histoire que je te raconte avec plaisir. Babieca, c'est la jument qui a été choisie par le Cid. Figure-toi que lorsqu'il était enfant,
En gros, on lui a demandé de choisir un cheval parmi plein de beaux chevaux, et cet enfant a choisi le cheval le plus laid de toute l'écurie. Et cette histoire du Cid et de Babieca nous rappelle que l'essentiel, chère Léa, il est invisible pour les yeux, n'est-ce pas ? Seulement avec le cœur, quoi. Seulement avec le cœur. D'Artagnan avait un cheval compagnon qui s'appelait Bouton d'Or. Bouton d'Or est un cheval jaune, et c'est le cheval qui est monté par D'Artagnan quand il arrive tout pecno de sa Gascogne natale. Il est qualifié par Alexandre Dumas soi-même d'autres Rossinantes. Autant te dire que Bouton d'Or, c'est pas un crack. Et d'ailleurs, D'Artagnan le vend pour 3 écus. Uniquement grâce à sa couleur originale, qui a fait rire les parigots. Bon, tu connais le cheval de Napoléon ? Oui. Le cheval préféré de Napoléon s'appelait Marengo. C'est lui qu'on voit sur le célèbre tableau de Jacques-Louis David au Louvre. C'est un entier arabe, tu sais les chevaux arabes qui sont si chers aujourd'hui, qui a été capturé à Aboukir et qui a été ramené d'Égypte. Il fut de toutes les grandes batailles de Napoléon. Et il est mort de sa belle mort à 38 ans en Angleterre. Et figure-toi que son squelette est exposé au musée de l'Académie royale militaire de Chelsea. Si un jour tu vas à Chelsea pour voir un match de foot. Il y a peu de chance, mais j'irai peut-être en Angleterre et je ferai un détour pour toi, Marc. Autre cheval célèbre de la pop culture et de l'histoire, Hans le Malin, Kluger Hans. C'est un cheval qui est né en 1895, qui est devenu célèbre grâce à son intelligence qu'on pensait remarquable. Il a mis toutes les scientifiques de l'époque en PLS, puisqu'il était capable de compter et il donnait les réponses en tapant du sabot par terre. Et donc il pouvait même lire, écrire, reconnaître des couleurs, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'il répondait à des signaux corporels discrets, volontaires et involontaires envoyés par son maître. Kluger Hans. Autre chevaux célèbre, la marque Ferrari en a fait son emblème, un cheval cabré. Je passe vite là-dessus. Tu connais forcément Jolly Jumper ? Oui. Il me semble que lui aussi, il a peur de son ombre. 117 histoires créées par Maurice, son dessinateur. On sait peu que la race de Jolly Jumper, et cette fois-ci je parle bien de race, c'est une sélection humaine qui s'oppose à la sélection naturelle, sélection artificielle. Il est de race Appaloosa. La race de Jolly Jumper, tu sais, il a des taches sur la croupe et il n'a que mépris pour Rantanplan, le meilleur ami de l'homme, lui qui est la plus noble conquête de l'homme. Tu connais ces deux expressions ? Oui. Comment s'appelait le cheval de Zorro ? Le cheval de Zorro, cher Léa, à ne pas confondre avec son copain serviteur qui s'appelait Bernardo. Non, le cheval de Zorro s'appelait Tornado. Ah oui, mais oui, en plus. Je le savais. Ce cavalier qui surgit de fond de la nuit. C'est un étalon noir qui répond au sifflement de son renard de maître, car je t'ai déjà dit dans un autre épisode que Zorro, en espagnol, signifie le renard. Tout à fait, j'ai retenu cette information. Bon. Il y a 1000 autres chevaux célèbres. J'aurais quand même cité un roman célèbre, car tu es une grande lectrice, Léa. Tu as entendu parler de la jument verte. J'ai entendu parler de la jument Lisette, mais pas de la jument verte. Tu as pas entendu parler de la jument verte, qui est un célèbre roman de Marcel Aimé, qui a été réalisé en film par Claude Autant-Lara en 1959. C'est un très vieux film. Et le film a fait un scandale lors de sa sortie. Et le film a été interdit en Corrèze, figure-toi. Les acteurs principaux étaient Bourvil, Francis Blanche, toutes les vedettes de l'époque, Yves Robert, Julien Carrette. Pourquoi ce film a fait scandale ? En gros, l'action, ça se déroule à Claquebut. C'est un petit village où naît un jour une jument verte. Et tout le roman est construit autour de la notion de morale sexuelle et du comportement des habitants de ce village. Léa, on a fini sur cet épisode qui a exploré en gros les autres chevaux célèbres et un peu ce qui aurait pu, je ne sais pas, faire de l'ombre au mythe de la licorne. De tout ce qu'on a dit dans cet épisode, qu'est-ce qui t'émeut le plus ? Moi, j'adore les chevaux d'Achille, Xanthébalios, le fait qu'un cheval puisse prophétiser comme ça des événements. Et aussi, j'avoue que j'ai un petit faible pour les chevaux psychopompes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ceux qui t'emmènent, tu ne sais pas trop bien où, mais ailleurs que dans ce monde. Et donc, qui dit licorne dit corne. Est-ce qu'il faut voir dans cette corne dressée vers le ciel, chère Léa, un symbole phallique ? Je suis très sérieux. Oui et non. Désolée de te décevoir, Marc. En tout cas, il y a plusieurs choses. Tu peux y voir la pureté comme un aspect phallique, ça oui. Parce que toi qui es friand de langue, tu dois bien savoir que le mot licorne n'est pas exclusivement féminin. En italien, par exemple, c'est masculin. Donc c'est un principe qui pourrait être dit masculin, en tout cas par rapport à la corne qu'elle a sur le chanfrein. Mais
Elle est aussi, comme je le disais, très liée à la Vierge. Et qui dit Vierge dit pureté. Et alors là, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire de la corne. C'est la pureté absolue. En fait, c'est même un anti-poison, anti-venin, anti-scorpion, anti-tout ce que tu veux. C'est une panacée. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au Moyen-Âge, on vendait des cornes de licorne. Bah justement, j'allais t'en parler. Sur les marchés médiévaux, elle s'échangeait, tiens-toi bien, à 11 fois son poids d'or. C'était quelque chose qui était très très recherché, puisqu'en fait, elle purifiait tout ce qu'elle touchait. Tu la mettais dans l'eau, ça donnait d'ailleurs quelque chose qui s'appelait l'eau licornée, et elle était purifiée. D'ailleurs, il y a des légendes qui disent que les animaux autour de la licorne, dans la forêt, tu sais qu'elle évolue dans la forêt puisqu'elle n'aime pas l'homme, elle se retire, elle est très solitaire la licorne, eh bien les animaux de la forêt attendaient qu'elle ait bu, c'est-à-dire qu'elle ait plongé sa corne dans l'eau pour boire à leur tour parce qu'ils savaient que la corne allait purifier l'eau. D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est aussi retrouvé sur les tables des rois de France. Comme tu le sais, on n'aime pas être empoisonné en France, ni ailleurs d'ailleurs. Ça servait à ça, on offrait des cornes aux souverains. D'ailleurs, en 800, le calife de Bagdad a fait don d'une corne à Charlemagne. Et plus tard, vers 1500, à l'époque de François Ier, eh bien, un pape lui a offert à ce souverain une corne aussi pour le prémunir de l'empoisonnement. Ok, Léa, il y a même une ref à la licorne dans Harry Potter. What is it, Fang? Ouais, cette notion de pureté justement, puisque je sais pas si tu t'en souviens, à un moment donné, Voldemort boit le sang de licorne afin de, tu sais, retrouver une existence autonome. Il est un peu réduit à un état... C'est un peu une sorte de chat de Schrödinger, Voldemort, Ouais, exactement. à un moment. Oui, t'as raison. D'ailleurs, Voldemort, il boit le sang de la licorne pour retrouver sa grande forme, sa pleine forme. Je rajoute aussi que, si tu es très très attentif dans Harry Potter, eh bien, la corne de licorne, c'est un élément très coûteux et elle intervient dans les potions de beaucoup de sorciers. Ouais, et récemment, en 2022, il y a un film qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore, qui est ce spin-off finalement de Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Eh bien, là-dedans, il est question du Qilin, qui est une créature magique qui ressemble grosso modo à une licorne dorée avec des écailles. Et on verra plus tard avec toi que le Qilin, il provient de la mythologie chinoise. Asiatique, ouais, tout à fait. Donc c'est un être pur et sage qui est capable de voir la pureté et la bonté dans le cœur des gens. En gros, c'est ça qu'on voit dans ce film, Les Animaux Fantastiques. Et la scène marquante, c'est qu'on voit ce salopard de Grindelwald qui tue un Qilin pour essayer de s'en servir à son profit, en fait. Mais il y a un deuxième Qilin qui est caché par Norbert Dragono, qui est le héros de cette histoire, et qui révèle la vérité. Je renvoie vers cette série, Les Animaux Fantastiques. No, please. Tu l'as regardé ? Ouais, bien sûr, j'ai adoré. C'est vrai ? Oui, j'adore le nifleur. Tu vois ce que c'est ? Non ? Le nifleur, c'est un espèce, évidemment, une chimère qui toujours veut garder plein de pièces d'or. Et c'est très dodu. Ah, le nifleur, ah oui, c'est drôle. En anglais, je me souviens pas comment il s'appelle. Really? Léa, on a longuement parlé de la chasteté, de la virginité, du rapport entre les vierges et la licorne, mais est-ce qu'à l'inverse, on trouve parfois, puisque tu as dit en préambule de notre série, que en symbolique, en sémiologie, dans l'étude des signes et des symboles, il y a quelque chose ne va jamais sans son contraire. Donc qu'en est-il de l'aspect sexuel des licornes ? C'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs encore beaucoup en pop culture, on regardera ça ensemble, mais l'aspect phallique, en tout cas l'aspect relié au sexe, eh ben, il n'est pas venu de nulle part, tu t'en doutes. Il y a plein de choses qui font qu'on a associé la licorne et ça. D'abord, la licorne, en tout cas sa corne, elle avait des vertus aphrodisiaques au milieu de tout ce qu'elle avait d'autre. On a vu que c'était une véritable panacée. Et puis, au fil du temps, déjà, le fait d'être associé à une femme, eh ben, il y avait cette idée de féminité pure, voire d'attraction, parce qu'en plus, je te rappelle que la licorne, elle était attirée par une vierge, donc il y a quand même une dynamique d'attraction.
Ensuite, il y a eu aussi une croyance en le culte des cornes, le culte des licornes qui permettrait d'assurer, tu sais, la fertilité. En tout cas, c'est très lié à la corne. Ensuite, comme je te l'ai dit, il y a cet aspect de grammaire où en latin, c'est plutôt masculin. Et donc, on voit l'ambivalence. Je crois aussi, je peux te dire que pendant les croisades, il y avait un petit rituel. Paraîtrait-il qu'on réduisait en poudre la corne. On l'a mélangé à, tiens-toi bien, de la bave de dragon, et alors ça avait la faculté de rendre sa vaillance au chevalier et de lui garantir la fidélité de sa belle. Ils avaient beaucoup d'imagination. Léa, parle-nous un peu de ce Qilin des légendes asiatiques. Ouais, j'ai adoré découvrir cette créature. Alors c'est pas évidemment tout à fait la licorne comme on se la représente déjà. Elle aurait une corne en chair et non en kératine comme nous on se représente celle de la licorne. Elle est souvent, malgré tout, traduite par le terme licorne. D'ailleurs, c'est un terme que, en Asie, tu vas retrouver même sur des marques de bière, tellement c'est une créature qui est importante. C'est vraiment intéressant, le Qilin, et après qu'on vient d'entendre cet extrait, où je sais pas s'il y en a qui ont reconnu la voix d'Harrison Ford, qui est une grande figure de cette bière dont tu parles, qui s'appelle Kirin, K-I-R-I-N. Kirin, c'est une autre graphie de Qilin, qui est cet être dont on parle depuis tout à l'heure. Et pendant que tu parlais, je regardais un peu ce qu'on pouvait ajouter, et j'ai découvert des choses fabuleuses. Le Kirin ou Qilin, c'est vraiment un être fabuleux parmi les plus connus et omniprésents de la culture asiatique en général, chinoise en particulier. Il tient un peu du cerf, du cheval, il a des poils, et on va voir l'importance tout à l'heure. Il a aussi des écales ou les deux. Il a une paire de cornes qui ressemble au bois d'un cerf, mais parfois il a une corne unique, ça dépend des représentations, et c'est pour ça que c'est vraiment l'équivalent, en tout cas pour partie, de la licorne dans la culture asiatique. Ce qu'on sait peu, quand on parle de Qilin, c'est que Qi, c'est le mâle, et Lin, c'est la femelle. Et donc l'animal Qilin représente la combinaison des deux. De manière générale, le Qilin, un peu comme on le voit dans les films ou plein de mangas, où on va voir tout à l'heure, je dirais tout à l'heure, plein d'endroits culturels, le Qilin, il ne réside que dans les endroits hyper paisibles et toujours au voisinage d'un sage. Et quand on rencontre un Qilin, eh bien c'est toujours bon signe, c'est toujours un bon présage. Il y a autre chose de fabuleux que j'ai découvert sur le Qilin, que tu m'as fait découvrir, c'est qu'il vient d'une racine chinoise qui signifie cervidé, d'où les bois de cerf. Mais il a plein de surnoms. Il est surnommé cheval dragon, et il est aussi surnommé parfois, par dérision, celui qui ressemble à rien, ou les 4 anomalies. Et en fait, il se trouve qu'il y a un animal qui existe vraiment, qui s'appelle le cerf du père David, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes émissions, dans mes bouquins. Et pourquoi les 4 anomalies ? Parce que ce cervidé étrange, on dit qu'il a les bois d'un cerf, le cou d'un chameau, le pied, le sabot d'une vache, et la queue d'un âne. C'est fou. Il était aussi appelé le Milou. Il a été découvert, père David, par ce père lazariste. J'ai parfois dit par erreur que c'était un jésuite, mais en fait c'était un père lazariste, bon c'est une autre obédience, qui est né, incroyable, tout est incroyable quand on gratte un peu, le fameux père David qui n'est autre que le découvreur occidental du panda. Eh bien le père David, il est né dans les Pyrénées en 1826 dans un bled que tout le monde connaît qui s'appelle, en tout cas, tu vas comprendre, Espelette. Et il est mort en 1900, pour le situer un peu dans le temps, ce découvreur du panda et du fameux cerf du père David, qui est une histoire fabuleuse que je raconte dans mon bouquin Nomen, les origines des noms des espèces. Tu vois jusqu'où on peut gratter finalement. Pour en revenir au Qilin, dans le Shuowen, je prononce évidemment sans doute très mal, qui est le dictionnaire de la dynastie Han, les Han c'était 200 après Jésus-Christ à peu près, eh bien le Qilin c'est un animal doux, aimable, qui a aussi parfois des yeux, une tête qui ressemble à ceux des dragons asiatiques. Il y a autre chose d'intéressant concernant le Qilin, c'est qu'il y en a qui disent que le Qilin prend parfois l'aspect d'une girafe. D'ailleurs, il se trouve que girafe se dit Kirin dans certaines langues asiatiques. Et en fait, il s'est passé un peu la même chose en France, que j'ai aussi raconté, je crois que c'était le roi Charles IX, on lui a offert une girafe de, je ne sais plus, je crois que c'était Soliman le Magnifique ou un autre pacha du Proche ou du Moyen-Orient.
Bref, dans le cas de la Chine, en 1414, il y a une girafe qui a été offerte à un empereur. Et à partir de là, effectivement, la représentation du kirin ressemble à celle d'une girafe. Il est de couleur jaune, il a un pelage tacheté, etc., etc. Ce qui est formidable dans toutes les légendes du Qilin, c'est que c'est l'incarnation de l'harmonie. Il marche hyper élégamment, mais surtout, il ne fait pas un pas sans avoir bien vérifié où il va poser son sabot. Et il vérifie bien qu'il va ne rien détruire, même pas les brins d'herbe. Ça doit être assez difficile d'être un kirin. Et ce qui fait que, ultimement, le kirin a aussi été adopté par les bouddhistes. Et c'est une sculpture, même ceux qui connaissaient pas tout ce que je raconte, même moi qui ai voyagé en Asie, au Népal notamment, il y a beaucoup de gros animaux qui sont postés à l'entrée des temples. Et bien souvent, ce sont des kirins. Je voulais faire une dernière comparaison parce que on aime bien ce qu'on est en train de faire là, enfin comparer un peu ce qui se passe dans la culture, dans la cosmogonie asiatique et ce qui se passe plutôt chez nous, dans le monde occidental, où on a aussi un roi des animaux. Chez les Asiatiques, c'est un peu plus complexe et ça dépend bien sûr, mais dans le livre des rites, il y a 4 animaux sacrés qui sont un peu les 4 rois des animaux, qui sont le tigre blanc de l'ouest, le phénix rouge du sud, le dragon vert de l'Est et la tortue noire du Nord. Et en gros, ils sont, je parlais de cosmogonie, ils sont apparus en même temps que le géant Pangu. Il aide ce géant à créer le monde, si j'ai bien compris, et ils deviennent un peu les rois des animaux, du règne animal. Donc le Qilin, ou licorne jaune, dans ces légendes-là, il symbolise le 5e élément, la terre. Alors, une dernière chose, j'ai mis cette publicité célèbre dans le monde asiatique, totalement inconnue en France et dans le monde occidental, avec Harrison Ford, je le répète. Eh bien, dans d'autres médias, le Qilin apparaît énormément. Il y a beaucoup d'auditoristes, je pense, qui connaissent Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Eh bien, le dieu cerf qu'on voit dans Princesse Mononoke, eh bien, c'est une représentation du Qilin, du kirin. Voilà, et pour finir, ce que je voulais ajouter, puisque j'ai mis cette pub avec Harrison Ford, eh bien, je dirais que ça m'a tout de suite fait penser le fait d'embaucher un occidental pour faire la pub pour une boisson alcoolisée en Asie. Évidemment, ça m'a fait penser à la célèbre pub que Bill Murray est venu tourner à Tokyo, dans cette ville où il rencontre Scarlett Johansson, dans ce film sublime Lost in Translation de Sofia Coppola. Je voulais le mentionner, c'est vraiment un de mes films préférés. For relaxing times, make it Suntory time. Moi, ce que j'ai trouvé assez poétique, c'est que, comme tu le disais, elle est souvent un peu jaune, tu sais, un peu des écailles dorées. Elle est liée au 5e élément. Et alors, pour te préciser un peu ça, en Asie, il y a une espèce de répartition des créatures et de ce sur quoi ils règnent. Par exemple, le phénix, il va régner sur les animaux à plumes, le dragon, qui est aussi très important, sur les bêtes à écailles, la tortue sur les bêtes à carapace, et la licorne, elle va régner sur tous les quadrupèdes finalement, sur tous les animaux à pelage, comme elle. Léa, tu viens de parler du phénix, qui est une autre créature fabuleuse. Moi, je voudrais quand même qu'à un moment donné, on se pose la question de la véracité, c'est-à-dire que est-ce que les gens, y compris au Moyen-Âge, y croyaient vraiment dur comme fer ? Tu vois, est-ce que si on compare aux monstres, au Yéti, aux monstres du Loch Ness, qui sont d'autres époques, bien sûr, mais est-ce que c'était juste un symbole et les gens savaient que c'était effectivement un être imaginaire ou pas ? Comment on peut mesurer ça ? Si tu veux, il y a quand même une chronologie pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait vraiment qu'elle existait. Il y avait vraiment des... Quand tu dis au départ, c'est quand ? C'est-à-dire à peu près au moment du Moyen-Âge, quand il y a eu beaucoup de représentations autour d'elle. Par exemple, tu vois, Hildegarde de Bingen, qui c'est ? Oui, bien sûr. Eh bien, Hildegarde de Bingen, elle est née au XIe siècle et c'était une moniale qui vivait en Allemagne. Elle est aussi connue parce qu'elle a écrit beaucoup de livres sur les simples, sur les plantes. Elle était un peu experte en remèdes et justement, elle nous dit que si on veut se protéger de la peste, eh bien, il faudrait faire un mélange entre du foie de licorne et du jaune d'œuf. C'est pas la seule à nous expliquer ça. On a aussi des traditions qui nous disent par exemple qu'une ceinture taillée dans une peau de licorne protégerait contre la peste et que des chaussures en cuir de licorne éloigneraient les maladies des pieds. Donc tu vois, autour de la véracité de la licorne, à cette époque-là, ils y croyaient dur comme fer puisqu'ils avaient des traditions en ce sens-là. Non, mais ce qui est fou, c'est que du coup, il devait y avoir un commerce d'objets made in licorne. Il y en a qui en ont beaucoup profité d'ailleurs. C'est intéressant que tu fasses la remarque parce que les apothicaires, ils vendaient
beaucoup de remèdes à base de licorne, genre de la poudre de corne de licorne, la panacée, et de l'eau licornée dont je te parlais, qui est une eau où aurait macéré un morceau de corne, supposé pareil guérir absolument tout. Vers le XVIe siècle, je lis que certains érudits commencent quand même à cesser de croire au Père Noël, chère Léa. Oui, et d'ailleurs, Konrad Gessner, qui est un naturaliste suisse, lui, il aime bien dessiner les espèces. Alors, il dessine 6 ou 7 espèces de licornes. En fait, il précise à un moment donné qu'il les reproduit d'autres images, mais sans jamais en avoir vu une de ses propres yeux. Donc, il commence à douter un petit peu. Alors, l'apothéose de ça, c'est Rabelais qui va nous écrire dans Pantagruel en 1532 que Pantagruel explore le Nouveau Monde, il part, il voyage, il achète 2 licorneaux. Il se fait la remarque qu'il ne ressemble en rien aux représentations européennes. Donc là, on commence à se moquer un peu des croyances en la licorne. On va continuer à dérouler cette histoire de fin de la naïveté, je trouve ça intéressant. Au milieu du XVIIe, il y a un savant jésuite qui s'appelait Athanas Kircher qui continue à de moins en moins croire à la licorne / Père Noël. Ouais, alors là, il commence à y avoir une hypothèse autour du narval, mais c'est pas encore tout à fait clair parce qu'on découvre qu'il y a simplement le mâle qui développe une longue défense torsadée. C'est une hypothèse qui avait déjà été soulevée par un auteur médiéval qui avait noté une incohérence en fait. Tout simplement, il se demandait mais pourquoi seulement les rois du Danemark et de Norvège offrent-ils des cornes aux souverains du Sud? Donc il y avait une petite suspicion dans ce sens-là. Alors là, c'est peut-être l'élément le plus important, en tout cas pour Baleine sous Gravillon, en tout cas pour moi, de tout ce qu'on va dire dans tous ces épisodes. Tu viens de prononcer le nom. C'est que ce qui a accrédité la thèse de l'existence de la licorne, c'est le fait qu'il existait dans le milieu naturel, effectivement, des cornes torsadées, dont on pensait qu'elles étaient celles des licornes. En fait, ces cornes, tu as prononcé le mot de défense tout à l'heure, tous ces mots sont faux. Il s'agit d'une dent. Le narval est un cétacé qui a cette canine qui lui transperce la lèvre et qui l'utilise, qui a un énorme organe sensoriel, qui a de riches terminaisons nerveuses qui lui permettent de percevoir, par exemple, les différences de pression de l'eau, de sa salinité, de température, de beaucoup d'autres choses. Donc c'est un instrument précieux pour ce cétacé qui lui est très utile. D'ailleurs, tu as dit que à ces époques-là, on pensait que c'était l'attribut des mâles seuls. Mais alors, bien sûr, c'est la plupart des mâles qui en ont, mais il y a aussi parfois des femelles qui en ont, faut le savoir. Et il y a même des narvals qui n'ont pas une, mais 2 canines. Waouh, ça doit être impressionnant. Est-ce que je peux t'offrir un conte? Oui. C'est un conte inuit qui raconte qu'un jour, une grand-mère un peu capricieuse et pas très sympa avec son petit-fils, elle a été changée en narval parce qu'il l'a jetée dans la mer. Elle devait être punie, évidemment, elle ne voulait pas partager sa viande d'ours avec lui. Il l'a punie, et en tombant dans la mer, ses cheveux se sont torsadés, et ce serait de là que serait venue la défense de narval. Oui, parce que tout à l'heure, tu as parlé de kératine. Tu disais une vraie corne de licorne, c'est en kératine. C'est drôle de dire ça. Puisque si on repart un peu de la base, la corne du rhinocéros, comme tu le sais peut-être, sur son nez, est en kératine. C'est-à-dire que quelque part, ce sont des poils agglomérés. C'est ça forme une matière dure, mais la kératine, c'est la matière qui constitue nos cheveux et nos ongles. Il faut savoir que chez les animaux qui existent, les cornes sont des excroissances osseuses. Il y a de la kératine autour, mais il y a aussi de l'os, finalement, chez les vaches, chez les, y compris chez les cerfs. Donc bref, effectivement, kératine dans le cas du rhino. On se demande si la licorne existait, en quoi ce serait. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas idiote. En tout cas, ce qui est sûr, chère Léa, c'est que dans le cas du narval, c'est une dent. Donc tu comprends que déjà, dans le cas du narval, cette corne est vivante. Tant qu'on parle du narval, je disais que pour moi, c'était un peu le centre de ces épisodes sur la licorne, puisque c'est en fait la correspondance dans la réalité de la licorne, puisque toutes ces croyances ont été rendues possibles, leur persistance, tout simplement parce que, à l'époque, il existait des cornes de narval qui se vendaient à prix d'or et qui ont accrédité cette existence de la licorne finalement vu que personne les voyait forcément. Donc le narval, j'ai dit plusieurs fois que il a un nom scientifique assez amusant puisque son nom dit 2 fois une seule dent, monodon, monocéros, une seule dent, une seule corne. C'est ça que veut dire le nom du narval. Il fait partie d'un groupe de cétacés où il a un cousin que tu connais qui est le beluga. Il n'y a que 2 membres dans cette famille, ce sont les monodontidés.
il y a le beluga et il y a le narval. Il y a que eux dans cette famille qui appartient au sous-ordre des odontocètes, donc tous les cétacés à dents, ok ? Donc c'est un peu moins de 80 espèces, et tu les connais tous, hein, les dauphins, les orques, tu sais, les cachalots, ils ont des dents. Toutes les baleines, comme tu le sais, elles ont des fanons, qui pour le coup, je l'explique dans mon bouquin là que je t'ai dédicacé, les fanons des baleines ne sont pas des dents, ce sont des poils transformés en peigne qui leur servent à filtrer le plancton. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de ma barbe que tu vois sur mon visage. Et l'évolution a transformé ces poils en fanons. Et tu vois, on le retrouve dans le nom de cet autre sous-ordre frère des odontocètes, les cétacés à dents. Toutes ces grosses baleines, là, tu sais, les rorquals, la baleine bleue, la baleine franche, la baleine à bosse, etc., qui ont des fanons, eh bien, s'appellent les mysticètes, qui vient de la racine mystax, qui signifie la moustache. Ou lèvres, moustache, lèvres. Donc tu vois, les mysticètes, leur nom porte le fait qu'ils aient des peignes filtreurs qui sont dérivés de poils finalement. Donc tu vois, il y a toujours cette ambivalence entre la dent et le poil, qui sont pas exactement la même chose. Hein, dans le cas de la licorne, dans le cas du narval. Bon, je disais qu'ils faisaient partie, comme le beluga, d'une famille qui s'appelle les monodontidés, en gros ceux qui ont une seule dent. La grande caractéristique, mis à part la corne, entre gros guillemets, du narval, c'est que ces deux espèces n'ont pas de nageoire dorsale. Est-ce que tu vois pourquoi ? Est-ce que tu vois le côté pratique ? Non, mais je crois que tu m'as expliqué que tu avais vu pour la première fois un plan du narval en train de chasser. L'explication, elle est simple, c'est que ces deux espèces sont extrêmement boréales. Elles vivent dans l'Arctique, elles vivent là où il y a en général beaucoup de glace. Tu imagines bien qu'un aileron dorsal les gênerait parce qu'ils sont sans arrêt en train de raser la glace, mais par en dessous. Donc, le beluga comme le narval sont des espèces qui n'ont notoirement pas d'aileron. Ils les ont perdus au fil de l'évolution, car pour eux, c'était une gêne. Ce que je dis vaut aussi pour certaines autres espèces de baleines arctiques. Je pense à la baleine boréale, qui a le record de longévité chez tous les mammifères, qui peut vivre plus de 200 ans, c'est le record chez les mammifères. Allez, pour te dire que chez les narvals, le mâle peut dépasser 1,5 tonne et il peut atteindre 5 mètres de long pour une corne maximum de 3 mètres. Je sais pas si tu vois, mais c'est énorme. J'ai déjà eu l'occasion de te dire que le narval, il n'y a pas que les mâles qui ont des canines. Il y a une femelle sur 500, statistiquement, qui a aussi cette canine qui se prolonge. Et comme je te l'ai dit, il arrive aussi, mais c'est encore plus rare, que certains narvals aient non pas une, mais 2 canines géantes. Mais c'est dû à quoi ? C'est un peu la loterie ou c'est... Non, mais c'est quelque chose de possible. Allez, un mot pour dire que la corne du narval, elle est toujours torsadée dans le sens opposé à celui d'une vis humaine. Et les savants ont déduit que la majorité des narvals sont plutôt des droitiers. En fait, pourquoi l'évolution a conservé le fait que cette dent soit torsadée ? En fait, ça accroît la surface d'échange. Et donc, comme je t'ai dit, c'était un indicateur important pour l'animal. Pour finir sur le narval, c'est rigolo, toi qui me disais que la licorne était silencieuse. Le narval, il peut chanter. Il émet des bruits et des grognements comme beaucoup de cétacés. Et on dit souvent que le beluga, c'est le canari des mers. Il a un des chants les plus mélodieux. Et le narval, il est surnommé pareil. Il chante parfois et ça ressemble à des petits chants d'oiseaux. Donc lui aussi, il est surnommé canari des mers. Moi, je pensais que c'était le merle qui avait le chant le plus mélodieux. Ah oui ? Mais parce que dans l'Antiquité, on disait que son bec jaune symbolisait ça aussi. Comme il avait un bec d'or, il pouvait que avoir un chant mélodieux, tu vois. Ouais. À l'époque de Darwin, il y a des savants qui ont observé que les mâles narvals se frottaient leurs dents. Ce phénomène porte même un nom en anglais, ça s'appelle le tusking. Tusk, tu sais, ça désigne la défense notamment des éléphants, tusk. Et au début, on pense que du coup, tu sais, ils s'escrimaient, qu'ils se battaient en duel avec leurs cornes, mais aujourd'hui, on pense plutôt que, en fait, c'est plutôt un comportement coopératif et qu'en fait, ils retirent, tu sais, les algues et tous les éléments indésirables qu'ils ont sur la corne. Donc, ce serait plutôt pour s'entraider finalement. Là encore, on retombe dans cette belle ambivalence que tu signalais à propos de ta matière, la sémiologie. Mais aussi dans cette idée que l'interprétation, elle vient dire surtout beaucoup de choses sur la personne qui interprète plutôt que sur le contexte. Si nous, on y voit surtout quelque chose de l'ordre du harpon, en fait, on se rend compte que c'est pas la réalité biologique. Ouais. Allez, je voulais signaler, parce que je sais pas si tu regardes les docus animaliers, mais là, tu sais, il y a une incroyable série qui s'appelle Our Oceans, Nos Océans, qui a été produite par les époux Obama,
Barack Obama et Michelle Obama qui est sublime, où on voit plein de choses qui n'avaient jamais été filmées auparavant, et on voit des narvals qui chassent avec leurs dents et qui estourbissent des petits poissons. Ils sont très doués avec ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils maîtrisent bien. The world will never be the same once you've seen it from below. Un petit mot sur l'étymologie. Narval, en vieux norrois, ça signifie bizarrement cadavre, en référence à la couleur d'un narval qui ressemble à celle des marins noyés. Ah ouais, carrément. Tu vois, il y a tout un imaginaire qui vient de ça. Je te parlais de l'existence de ces cornes qui auraient accrédité celle de la licorne. Je vois que Élisabeth d'Angleterre, en 1576, aurait acheté une corne 10 000 livres, soit le prix d'un château à l'époque. D'un château, oui. J'avais lu ça aussi. Et c'est drôle parce que dans l'histoire des idées, c'est assez rare qu'il y ait une date aussi nette, claire et nette que celle que je vais dire. Le fait que cette corne était celle du narval et non pas de cet être fabuleux, la licorne, a été établi en 1704. À partir de cette date précise, il n'y a plus de doute sur, en tout cas, le possesseur de cette corne. Oui, il n'y a plus de doute, mais par contre, on n'a jamais autant vu de licornes dans les arts et dans la littérature. Bien sûr. Et ça, Michel Pastoureau, que j'ai évidemment beaucoup convoqué lors de mes recherches pour cet épisode, il dit quelque chose à ce propos. Il dit qu'à partir du moment où on cesse de croire à la licorne, elle prend une place de plus en plus importante dans tout ce qui va être création artistique et littéraire. D'ailleurs, l'époque romantique lui consacre beaucoup de pages et d'œuvres d'art. Et Flaubert lui-même, le grand Flaubert, lui consacre des pages magnifiques dans son texte qui s'appelle « La tentation de Saint-Antoine ». Léa, on vient de parler du narval, mais il faut quand même dire que d'autres espèces bien réelles ont été associées à la licorne. Alors oui, et ça depuis longtemps. Je pense comme ça d'abord à la licorne de Sibérie, qui est un animal à cornes préhistorique, aux antipodes, je te préviens, de la licorne blanche du Moyen-Âge. C'est un cousin des rhinocéros qui vivait il y a 40 000 ans. Il mesurait à peu près 4,5 mètres de long. Il pesait entre 4 et 5 tonnes. Et alors, en effet, il avait un énorme dôme frontal, supposément, qui supportait une corne de 2 mètres de hauteur. Alors voilà, on est loin de la corne de notre licorne. C'était une créature qui faisait partie de la mégafaune du Pléistocène. Elle côtoyait par exemple les mammouths et les tigres à dents de sabre. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que le Pléistocène, c'est l'époque géologique qui précède la nôtre, notre époque actuelle, qui s'appelle l'Holocène. Le Pléistocène, tu la connais? En fait, le Pléistocène, c'est tout simplement, tu sais, c'est le dessin animé L'Âge de glace. D'ailleurs, il y a un tigre à dents de sabre. Tout à fait. Comment il s'appelle? Sid, Manny... Diego, non? Et Diego, exact, bien vu de ta part. Et donc, les âges de glace, en gros, il y a eu plein d'âges de glace pendant le Pléistocène, qui a duré quand même, si je dis pas de bêtises, 2,5 millions d'années. Tu vois, notre époque actuelle, en gros, c'est que depuis 12 000 ans. Et toute rikiki, notre époque actuelle qui s'appelle l'Holocène, l'ère du climat constant. Voilà, juste pour préciser, c'était quoi le Pléistocène? Et que, tu le sais peut-être, les derniers mammouths se sont éteints qu'il y a 5000 ans. Ah, c'est assez Les récent. tout derniers. Voilà, sur l'île de Wrangel, au nord de la Sibérie, si je dis pas de bêtises. Donc, on a fait la part belle à l'Elasmotherium, qui était cette espèce de rhinocéros géant d'il y a 40 000 ans, ok, contemporain des mammouths et de Diego, le tigre à dents de sabre, ok, qui avait une seule corne. Il y a un autre animal dont tu as envie de nous parler, qui est l'oryx. Oui, l'oryx, qui est une antilope d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle a souvent été prise pour une licorne, et alors là, pour une raison un petit peu étrange. En fait, quand elle est de profil, ces 2 cornes ne font qu'une, et donc c'est un peu une illusion d'optique finalement, on pense qu'elle n'a qu'une corne. D'ailleurs, elle est aussi perçue comme un animal malfaisant, qui est une des symboliques de la licorne, de la toute première licorne qu'on a vue dans le premier épisode. Et je voudrais aussi te parler d'une erreur de traduction qui a semé la confusion justement entre une licorne et un buffle ou un auroch. C'était un mot hébreu rehem qui désignait un buffle ou un auroch. Mais c'est une mauvaise traduction qui a conduit à croire que la Bible parlait de licorne. Mais en quoi? Je comprends pas, c'est une mauvaise traduction.
Eh ben, on l'a traduit par licorne. Il y a certains auteurs qui l'ont traduit par licorne, mais en fait, ça désignait pas une licorne, ça désignait un buffle. Ah, c'est-à-dire que les mecs savaient pas c'était quoi un REM, et du coup, ils ont collé licorne à la place. Voilà, exactement. Ouais. Ok Léa, on a fini cet épisode qui était consacré à la symbolique de la licorne, à son devenir finalement. Moi, je voudrais finir sur un parallèle que j'espère tu trouveras pas trop hasardeux. C'est un podcast, les gens te voient pas, mais tu as un piercing dans le nez. Tu m'as appris que ça s'appelait un septum. Oui, tout à fait. Ça s'appelle un septum. C'est un piercing qui est situé juste à la base du nez. Peut-être que tu vas trouver ça lointain comme lien, mais c'est aussi un symbole. Et j'aimerais que tu racontes ce qui t'est arrivé dans certains entretiens, parce que tu es jeune, tu as 28 ans, donc tu as eu des entretiens il n'y a pas si longtemps. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir un anneau dans le nez, c'est pas toujours bien vécu. Ah, c'est plutôt le fait qu'en fait, ils se concentrent là-dessus plutôt que sur ce que je vais leur raconter en termes de symbolique, parce que je pense que c'est encore quelque chose qui est assez marginal, même si on évolue beaucoup. En tout cas, c'était un piercing très rituel chez les peuples autochtones. Hein. On connaît ça à peu près sur tous les continents finalement. En Australie, en Asie, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, en Afrique aussi. Alors, c'est évidemment pas un petit anneau doré comme moi, mais plutôt des choses un peu plus imposantes. En tout cas, c'est un piercing qui s'est surtout développé dans les années 70, à partir des années 70. Voilà, après c'est aussi un choix esthétique, mais effectivement c'est une remarque que j'ai parfois et ça montre à quel point un petit symbole peut faire couler de l'encre. Ouais, et absorber l'attention, alors que effectivement, ce qui est intéressant quand tu fais des entretiens comme ça, c'est plus ce que tu racontes ou ton parcours. Et oui. Et c'est drôle parce que la même chose arrive avec... Enfin, tu vois, si la licorne n'avait pas sa corne, personne n'en parlerait. En fait, il est là le lien, c'est que parfois un petit détail monopolise toute l'attention. Et oui. Sur le physique des gens, je parle. La même chose vaut pour les tatouages ou quand t'as un énorme furoncle au milieu du visage. Forcément. Bah, ça vient te mettre un peu hors des marges, quoi. Et c'est ce qui arrive à la licorne. Elle est complètement dans un ailleurs imaginaire. On va faire une petite balade dans la pop culture pour voir où on peut trouver des licornes aujourd'hui. Alors je reviens pas sur le fait que la licorne figure sur les armoiries du Royaume-Uni, aux côtés du lion, qui symbolise l'Angleterre, et la licorne qui symboliserait plutôt l'Écosse, les deux royaumes réunis. Par quoi t'as envie de commencer ? Du coup, tu parles d'armoirie un petit peu et d'emblème. Moi, j'ai envie de te parler directement de Tintin et le secret de la licorne. C'est la bande dessinée d'Hergé. Et dans cette bande dessinée, qui donc porte ce nom, Tintin et le secret de la licorne, c'est le navire qui s'appelle la licorne. Le navire qui finalement appartenait à la famille du capitaine Haddock et qui semble posséder un trésor perdu et un héritage familial chéri par le fameux capitaine. Ce choix de nom, il est évidemment pas anodin, il fait référence à des symbolismes historiques et mythologiques. Et là, j'avais envie de te parler des ophtalmoi, un nom grec un peu barbare. C'est les figures de proue que tu trouves au devant des bateaux. Ce qu'on mettait devant les bateaux en figure de proue, c'était pour se protéger d'une part et aussi pour effrayer. Et du coup, la licorne, c'était un choix symbolique pertinent. Surtout quand on sait que cette fonction de la figure de proue, c'était de transgresser une interdiction, un tabou. La licorne, dans sa symbolique ambivalente, elle pouvait tout à fait endosser ça. Et c'est d'ailleurs pas la seule des créatures fantastiques qu'on a mis sur les bateaux. La plus connue des figures de proue, c'est sans doute celle du navire des Argonautes, que je sais que tu connais bien, qui est le navire qu'a fait affréter Jason pour aller chercher la toison d'or. Cette figure de proue, elle a été sculptée dans le chêne sacré de Zeus. Ça lui permettait de parler et de prophétiser. Donc je crois que c'est un peu la figure de proue la plus stylée de l'histoire de la mythologie. C'était sympa que tu commences par Le secret de la licorne. Léa, quelques petites précisions sur cet album mythique de Tintin. C'est le 11e qu'a publié Hergé. Et c'est la première partie d'un diptyque qui s'achève avec le trésor de Rackham le Rouge. L'histoire, elle est sortie pendant la guerre, 42-43, en noir et blanc pour commencer.
Je passe tous ces détails. Et c'est une histoire qui est une des plus belles de Tintin, qui se place dans la lignée des plus grands récits, par exemple comme L'île au trésor de Stevenson, ou Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne, ou encore Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ce que j'avais envie de dire aussi pour les amateurs de Tintin, c'est que le vaisseau que reproduit Hergé, il a un modèle qui a existé, c'est le Brillant, qui était un vaisseau de la flotte de Louis XIV. Et toi qui adores les châteaux, chère Léa, tu sauras que Le secret de la licorne est l'album qui permet pour la première fois aux lecteurs, aux fans de Tintin, de voir le château de Moulinsart, dont le capitaine Haddock hérite dans cet épisode pour la première fois, château de Moulinsart dans lequel officie un certain Nestor, qui j'imagine est un de tes idéaux masculins. Alors, passons cette remarque, j'ai visité le château qui a inspiré le château de Moulinsart, dans les châteaux de la Loire. Et la dernière chose que je voulais dire, chère Léa, sur Le secret de la licorne, c'est que cet album, pour te dire son prestige d'une certaine manière, il a été porté à l'écran par un certain Steven Spielberg en 2011. Milou, regarde ça. La licorne. C'est une pièce tout à fait unique. Mais justement, Marc, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour continuer sur notre lignée des films cultes avec la licorne ? Si, bien sûr. Vamos. Je te propose de plonger dans l'univers de Legend. C'est un film qui est sorti en 1985, qui est réalisé par le fameux Ridley Scott. C'est un film de fantasy qui met en scène Tom Cruise, Mia Sara et Tim Curry. Finalement, c'est une histoire ambivalente, on est toujours là-dedans, qui va se faire s'opposer le diable, un avatar du diable qui s'appelle Darkness, et les deux protagonistes qui vont avoir leur destin entremêlé à ceux de licornes. Dans ce film, les licornes, elles sont présentées vraiment comme des créatures sacrées. Elles maintiennent l'équilibre du monde. C'est-à-dire que si Darkness, qui est le vilain du film, il capture les licornes, c'est fini, le monde plonge dans une nuit éternelle. Don't you trust me? C'est un film qui est sorti peu après mon film, et c'est drôle, il y a encore un rapport avec les licornes, avec Blade Runner. Oui, tout à fait. Qui est sorti en 84. 82, Marc. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur Blade Runner, du coup ? On peut enchaîner, et tu me parlais d'une scène qui t'avait beaucoup marqué. Est-ce que tu pourrais peut-être en parler ? Oui, je passe vite sur l'histoire de Blade Runner, dans lequel, en gros, le pitch, c'est quoi ? C'est un détective qui est interprété par Harrison Ford, qui est chargé d'éliminer ce qu'on appelle des réplicants, c'est-à-dire des humains, des humanoïdes synthétiques qui sont envoyés aux quatre coins de la galaxie pour travailler dans les endroits où les humains ne pourraient pas résister. Et donc, Descartes, il élimine plusieurs réplicants. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Au fur et à mesure du film, il tombe amoureux d'une femme qui s'avère être une réplicante, ce qui est un vrai crève-cœur. Le film se finit quand l'acolyte de Descartes dépose un origami en papier aluminium devant sa porte et qui représente une licorne. Et d'ailleurs, suivant les montages, cette licorne, elle apparaît ou elle disparaît, ce qui change complètement la lecture du film. Mais oui, puisque les fans attentifs auront remarqué que à plusieurs moments du film, il y a Descartes qui rêve. Et dans ses rêves, il voit des licornes. Et donc, cette scène qui apparaît ou disparaît selon la version Director's Cut ou pas, elle change tout. C'est-à-dire que le fait que ce personnage dépose une licorne devant le seuil, devant la porte de Descartes, de Harrison Ford, du personnage de Harrison Ford, montre que tout simplement que ce détective qui a éliminé les réplicants en est un lui-même. Rien de moins. Mais justement, moi ce qui m'a frappé, c'est que la licorne, surtout dans cette représentation qui est la représentation toute blanche, vraiment presque angélique,
elle vient dans un film à l'ambiance complètement sombre. Oui, t'as raison, c'est un film, il pleut tout le temps, il fait nuit tout le temps. C'est un film mythique sorti en 82, tu l'as dit, qui est tiré du roman de Philip K. Dick, qui a un titre merveilleux. Do androids dream of electric sheep? Ça veut dire, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? J'ai quelques pistes de réflexion pour toi, pour comprendre peut-être pourquoi elle apparaît dans ce film, et surtout sous cette forme-là. On l'a vu, la licorne, elle représente vraiment la dualité. Tu as dit que ce film était sorti en 82. En fait, la version Director's Cut, approuvée par Ridley Scott, elle ne sortira qu'en 92. Et dans cette version qu'on vient de décrire, il y a toute ce que tu disais, la dualité. Et en résumé, ce film, il a un message fort qui est celui du questionnement sur c'est quoi l'humanité. Puisque tu vois bien que les réplicants, ils ont des sentiments. Ils veulent rester en vie. En fait, ils sont programmés pour ne vivre que quelques années. Pourquoi ils les éliminent des cartes? C'est parce que tout simplement, ils se sont barrés. Ils veulent vivre, ils veulent continuer à s'aimer, à vivre entre eux, etc. Et donc, le message du film, c'est un questionnement sur l'humanité. Et c'est drôle, il aura fallu 10 ans pour que Ridley Scott puisse faire valoir sa version à lui, qui est bien plus signifiante et intéressante et importante que celle qui est sortie sur tous les écrans en 82. Et aussi, je trouve que le personnage de Rachel... L'amoureuse de Descartes. Oui, l'amoureuse de Descartes, je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve qu'il est un peu virginal, justement. Ce qui fait penser à la Vierge qui est toujours associée à la licorne. You kiss me. I can't rely on... Say you kiss me. Kiss me. Ouais, c'est une employée du grand méchant, de la corporation Tyrell Corporation qui fabrique ces réplicants. Il y a une scène avec un hibou magistral, où même le hibou, c'est un réplicant, c'est une sorte de hibou synthétique, parce qu'il n'y en a plus à cette époque. Et d'ailleurs, quand on lit le bouquin, c'est beaucoup plus clair, puisque dans le bouquin, il est question de 6 réplicants du modèle Nexus 6 qui s'échappent. Et on voit bien, si on fait le décompte, que à la fin, il en manque au moins 2, tu vois. Donc c'est Rachel et Rick Deckard. D'ailleurs, moi, je ferai une référence aussi à la forêt, puisqu'à la fin, il me semble que Descartes emmène Rachel dans la forêt. La forêt qui est le lieu où se cache la licorne. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Blade Runner, qui est un film mythique, moi qui a versé toute ma jeunesse, sorti en 82, on l'a vu, Ridley Scott, immense réalisateur, qui a donné lieu d'ailleurs à d'autres versions là plus récemment, avec ton idole, comment il s'appelle Ryan Gosling. Avec Ryan Gosling, en effet. Bon, moi je suis pas hyper fan, mais bon, il en faut pour tous les goûts, on va dire. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de ce nom qu'on donne aux boîtes, aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le $1 milliard? Ça s'appelle une licorne. Oui, tout à fait, ça s'appelle une licorne. C'est un terme qui a été popularisé en 2013 pour qualifier toutes ces entreprises un peu rares et extraordinaires comme la licorne. Par exemple, tu as Uber, SpaceX, Stripe, qui est une plateforme de paiement, Airbnb ou encore TikTok. Ils doivent répondre à des caractéristiques très précises pour mériter ce surnom-là. D'ailleurs, tu as les licornes, tu as aussi les décacornes. Donc là, c'est une valorisation supérieure à $10 milliards. Et on connaît même un hectocorne, une valorisation supérieure à $100 milliards. Par exemple, en hectocorne, tu as TikTok. Tu viens de nous parler des unicorns en anglais, des licornes en français, qui sont ces startups qui ont un tel potentiel qu'elles sont énormément valorisées. Apparemment, ça se décline aussi en zèbre. Ouais, pour les modèles un peu plus éthiques, tu vois, du style La Ruche qui dit oui, Time for the Planet, enfin des choses qui valorisent les énergies renouvelables ou les circuits courts. C'est des zèbres, alors il y en a qui disent que c'est des licornes avec plusieurs O aussi, donc c'est encore un jeu de mots par rapport à ça. Mais là, il faut vraiment comprendre qu'on essaie de réconcilier l'impact social et la viabilité économique. Léa, tu as découvert des licornes jusque dans la NBA. Les licornes dans la NBA, c'est le surnom qu'on donne aux joueurs qui ont vraiment des caractéristiques exceptionnelles. Michael R. Jordan. Genre. Moi, je pense plus précisément à un joueur qui a été popularisé par ce surnom-là, qui s'appelle Kristaps Porzingis. Comme dans la symbolique, finalement, les licornes en sport, ce sont des hommes qui sont rares, qui sont précieux. Et par exemple, cet homme au nom un petit peu compliqué à prononcer, c'est un des rares joueurs à combiner la taille, la capacité de tir, l'habileté défensive et la mobilité. C'est pour ça qu'on le surnomme la licorne.
Léa, on a commencé par parler de la BD Le secret de la licorne, diptyque d'Hergé avec le trésor de Rackham le Rouge, etc. Il y a aussi tout simplement des livres, des bouquins qui sont liés aux licornes. Tu en as réuni quelques-uns dans le document là qui nous sert de conducteur. Je vois qu'il y a Michel Bussy, le célèbre Michel Bussy, qui a écrit un bouquin qui s'intitule La dernière licorne. Oui, tout ce qui est sur Terre doit périr. Il raconte l'histoire des dernières licornes selon lui. Il y a aussi La licorne d'Anthony Jean et Mathieu Gabella, et ça je te conseille la lecture puisque ça va raconter l'histoire de tous les médecins pendant la Renaissance qui sont confrontés aux découvertes qui concernent le corps humain, notamment Ambroise Paré, on n'en a pas parlé mais qui a joué un grand rôle dans la croyance à la licorne. Il n'y croyait pas, mais comme il a vu qu'elle apparaissait dans la Bible, il s'est dit, en fait, comme la Bible le dit, je décide d'y croire. Donc c'est vraiment une BD sur la remise en question du savoir. Qu'est-ce qu'on prend pour vrai ? La licorne, c'est présent jusque dans la cause LGBT. Oui, et c'est souvent associé à l'arc-en-ciel. Tu sais, je t'avais raconté cette histoire du drapeau LGBT qui représente les couleurs de l'arc-en-ciel et qui est une métaphore subtile de l'inclusion. Et des différences. Et des différences, de la tolérance. Le fait que la licorne, elle soit souvent associée à l'arc-en-ciel, c'est pas anodin. L'explication la plus évidente, c'est que la licorne, elle représente quelque chose de marginalisé, elle est seule quelque part. Et les membres de cette communauté, ils se sont un peu retrouvés dans ce symbole. Michel Pastoureau d'ailleurs, il en parle, il dit que la licorne, elle endosse plusieurs symboles liés à la pureté, la naïveté, tout ce qui disparaît et qui s'évanouit quand on le cherche sans en être digne. Chère Léa, je pleure des larmes de sang parce que c'est vraiment un truc que je connais pas. Il est quand même important qu'on dise un mot sur My Little Pony. Oui, parce que c'est justement, je pense, quelque chose qui a vraiment popularisé aussi l'image de la licorne. En tout cas, moi j'ai beaucoup vu ça, même dans les magasins de jouets, c'est assez prégnant. C'est dans cette série d'animation que tu vas avoir plusieurs espèces de licornes qui sont toutes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les licornes dans My Little Pony, elles font partie des 3 races principales qui peuplent le doux monde d'Equestria. Il y a aussi les poneys et les pégases dont on a parlé. Et alors elles possèdent toutes le don de télékinésie et elles ont chacune plus ou moins des pouvoirs spécifiques, qui est le pouvoir de déplacer des objets par la pensée. Il existe aussi les alicornes dont on a parlé, la race la plus ancienne dans cette série, qui possède à la fois des cornes et des ailes, et qui sont d'ailleurs généralement promues au titre de dirigeantes parce que ce seraient les plus puissantes en même temps, elles combinent tout. Mais même si nous ne sommes pas de la même lignée, sans cornes ni ailes, nous sommes tous des chevaux effarouchés. Donc mettons nos différences de côté, il faut trouver espoir. Oh. En 2025, il y a aussi un film qui s'appelle Death of a Unicorn, la mort d'une licorne, dans lequel on retrouve l'inénarrable Paul Rudd, qui est le gars qui joue dans plein de comédies, et aussi dans Ant-Man, c'est lui qui incarne Ant-Man. Voilà, en gros, dans ce film, c'est un père avec sa fille. Et en gros, au début du film, en bagnole, il percute accidentellement, bien sûr, une licorne, en se rendant, c'est pas inutile de le préciser, à une espèce d'événement qui est organisé par le patron milliardaire d'Elliott. Et en gros, évidemment, on découvre que la licorne, c'est un peu ce qu'on a dit au fur et à mesure de tous nos épisodes, elle possède des propriétés incroyables, miraculeuses. Et donc, en gros, ce fameux milliardaire-là, il va envisager de les exploiter, évidemment, pour se faire un max de pognon. Tu connais la musique, chère Léa. Est-ce que c'est un film que tu iras voir, Léa ? Non, j'aime pas trop les films d'horreur, et puis de toute façon, tu le sais, je vais pas trop au cinéma. Tu te doutes bien qu'avec Paul Rudd, c'est pas un film d'horreur. Soyons sérieux. Ça ne m'importe pas. Il y a toutes sortes d'espèces rares dans la région. Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Je crois qu'on sait exactement ce que c'est. Une sorte de cheval, un mammifère. Avec une espèce de protubérance, une excroissance quelconque. C'est une foutue licorne. Je ne crois pas que je devrais être en maillot de bain dans un tel moment. Je pense pas qu'on devrait la garder ici. Nous devons l'étudier. Peu importe ce que c'est, ça semble guérir le cancer. Le cancer ? Mais on a frappé le gros lot ? Léa, pour être tout à fait complet dans cet épisode qui est dédié à la culture et à la pop culture, des licornes, on en trouve aussi dans les jeux vidéo.
Dans Skyrim, par exemple, il y a une licorne qui a une monture très rare et très puissante, et tu t'en doutes, elle ne peut être trouvée que dans un endroit secret, parce que la licorne est toujours solitaire et cachée dans les recoins des forêts. Donc Skyrim, il y a d'autres jeux ? Tu vas trouver aussi la licorne dans Donjons et Dragons. Là, ça sera sa corne surtout qui va intervenir, puisque c'est un puissant antidote. Tu vas aussi avoir The Elder Scrolls, qui est un jeu dans l'un desquels un prince demande au joueur de tuer l'unique licorne du jeu pour lui arracher sa corne. Toujours la même rengaine. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur les jeux vidéo. J'espère qu'on n'a rien oublié. Léa, pour finir, on trouve des licornes aussi dans les chansons. Oui, je voulais te parler d'une chanson qui s'appelle The Unicorn par le groupe irlandais Irish Rovers. C'est une chanson populaire qui date de 1967 et qui raconte l'histoire d'un groupe de licornes qui n'ont pas pu embarquer sur l'Arche de Noé parce qu'elles ne sont pas arrivées à temps. C'est une chanson un peu drôle et très entraînante qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif de son temps. Ainsi s'achève notre épisode et aussi notre série sur la licorne, qui est un mythe très porteur. Il y a peu d'animaux mythiques, mythologiques, imaginaires, fabuleux, qui ont autant de surface portante que le dragon et la licorne. Alors tous ceux qui ont été intéressés par ce qu'on vient de dire, je leur signale qu'on a déjà enregistré avec toi une série sur le dragon. Je ne sais pas dans quel ordre passeront nos séries. Mais voilà, je voudrais savoir pour finir, Léa, ce que tu retiens de nos enregistrements. Tu peux y compris révéler des choses cachées que les auditeuristes ne savent pas. Je veux savoir que tu retiens de cette aventure que tu m'as apportée sur un plateau. Et pour ça, je t'en remercie de tout cœur. Les auditeuristes ne le voient pas, mais je vais te faire une belle accolade à la fin de cette émission parce que tu as vraiment beaucoup bossé là pendant des semaines et des semaines pour préparer tout ça. Donc je te remercie du fond du cœur au nom de toute l'équipe de Baleine sous Gravillon. Qu'est-ce que toi tu vas retenir de la licorne ? Je retiens que c'est un exemple magnifique de la sémio puisque je pense qu'il n'y a pas plus ambivalent que la licorne en fait dans les créatures fantastiques. On avait regardé avec le dragon, mais là vraiment je trouve que c'est très équilibré. Est-ce que toi-même tu es un être ambivalent ? C'est-à-dire que tu incarnes beaucoup de choses, de la douceur, la tranquillité, mais est-ce que tu peux être aussi... En colère, comme la licorne, tout à fait. Et transpercer des chasseurs. Transpercer des chasseurs, c'est vrai, tu fais ça le week-end ? Ouais. Bon, eh bien écoute, en tout cas, merci pour tout ça, Léa. On va aller tous les deux au musée de Cluny pour s'extasier devant les 6 tapisseries de la Dame à la licorne. On va tout de suite aller boire, évidemment, comme il se doit, on va fêter la fin de cet enregistrement en allant boire quelques bières à la santé du groupe Queen. Peut-être même des bières chinoises. Peut-être même des bières chinoises qui ont en logo une licorne. Voilà, on n'a pas fini notre soirée licorne. Je te remercie infiniment pour ta patience, chère Léa. Je te retrouve, j'espère, très vite pour d'autres séries à la confluence de l'imaginaire et du vivant. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.